Alors bonjour à vous tous et à toutes et tous. Je suis Catherine Moy. Alors la photo n'est plus vraiment d'actualité, donc je le précise comme ça. C'est bien la bonne personne. En tout cas, je suis ravie d'être là parmi vous pour animer cette table ronde sur les discriminations, qui est un sujet difficile et complexe, et notamment les discriminations sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un thème que nous allons aborder à la fois sur les méthodes pour les repérer, les identifier au sein des organisations, mais surtout aussi les outils pour s'en prémunir et permettre aux entreprises justement d'anticiper et de mieux gérer le risque. Alors, pour en parler, je suis ravie à double titre d'accueillir un tel panel sur ce plateau, puisque, comme vous le voyez, il est à 75% féminin. Donc, je vous remercie, et il faut quand même le noter, justement, nous parlons de discrimination, donc je suis bien consciente de la chose. Donc, merci à vous, en tout cas, d'être là, tous les quatre. Et donc, pour parler de ce sujet, nous avons Inès d'Auvergne, qui est experte depuis 20 ans des questions d'inclusion et de diversité, également cofondatrice du cabinet Me and You Too. Bonjour Inès. Madame Mariam Katab, qui est directrice... Oui, absolument, on peut les applaudir, vous avez tout à fait raison. Donc, Madame Myriam Katab, qui est directrice générale du cabinet de recrutement Mosaïque RH, également donc organisateur de cet événement. Nous avons Madame Caroline Néron, qui est directrice générale du mouvement Impact France. Alors, si vous ne connaissez pas le mouvement Impact France, c'est un mouvement, une association qui représente des acteurs de l'économie sociale et solidaire, en quelle année vous avez été créée ? On a été créé il y a 13 ans et donc on représente toutes les entreprises engagées dans la transition écologique et sociale, donc qui mettent au cœur leur impact social et écologique, de l'économie sociale et solidaire, mais de plus en plus aussi des entreprises qui prennent résolument le chemin de l'impact positif et qui mettent en face de leurs enjeux de performance économique des enjeux de performance écologique et sociale pour le faire rimer en harmonie. Voilà. Et enfin, Marc Ferracci, qui est député des Français établis hors de France et porteur d'une loi sur le testing, sujet sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. Alors, pour introduire cet échange, on s'est dit qu'il était important de vous raconter des histoires. Parce que j'ai dit le mot testing, on peut parler de bad buzz, de name and shame. Ce ne sont pas obligatoirement des termes si familiers pour la plupart d'entre nous, ou en tout cas pour certains d'entre vous. Et donc, il fallait les éclaircir. Donc, pour les éclaircir, quoi de tel que vous racontez des histoires, et notamment, par exemple, à commencer par le bad buzz, je me suis moi-même demandé quelle était la définition exacte d'un bad buzz. Et dans la définition, il est dit c'est une sorte de bouche à oreille négatif qui démarre souvent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, bien sûr, qui se répand largement et qui va jusqu'à se répandre dans les autres médias que peuvent être la télévision, la radio, etc., en fonction de l'importance du sujet s'il y a lieu. Alors, mais rien de tel, donc un exemple, et je vais bientôt passer la parole à Inès justement pour en parler, d'un exemple qui date, que l'on va vous raconter, qui date certes du début des années 2000, mais qui reste encore extrêmement parlant et qui concernait deux grandes entreprises au sujet du recrutement d'animatrices dans la promotion de produits capillaires. Alors Inès, la parole est à vous. Oui, effectivement, c'est intéressant de parler de cette question du bad buzz parce que finalement, pour l'entreprise, le bad buzz, c'est un risque majeur en termes de communication négative. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va mettre en lumière un effet, un phénomène, une situation qui va effectivement soit pouvoir agir comme un déclencheur, soit la tétaniser. Et donc, effectivement, pour rebondir sur le cas qui était cité, c'est un cas qui date de 2007. C'est Adecco à l'époque qui est épinglé avec un de ses clients qui était Garnier, donc pour une question de discrimination raciale pour des démonstratrices de shampoing. Donc cette affaire, elle est pas mal médiatisée en 2007 à l'époque, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle a vraiment agi comme un révélateur, un déclencheur pour ces entreprises de la nécessité de s'engager, de structurer des politiques de prévention des discriminations, de diversité et d'inclusion. Sans doute parce qu'elles ont rendu visibles des pratiques qui n'étaient pas des politiques de
ces entreprises, mais en fait, quand le bad buzz est sorti, les directions ont pris conscience qu'effectivement, il y avait des situations qui pouvaient se produire au local et sur le terrain, qui étaient déjà illégale, mais surtout qui était extrêmement problématique. Et donc quand on regarde en fait aujourd'hui en 2023, que ce soit Adecco ou L'Oréal font partie des employeurs les plus engagés sur ces sujets-là. Ils ont engagé tout un tas d'actions, de formations, de sensibilisation, d'actions concrètes. Et donc effectivement, même si le sujet était déjà pris en compte par ces entreprises au préalable, 2007 a vraiment été une phase de prise de conscience et d'accélération. J'avais un deuxième bad buzz en tête, du coup, qui est plus récent et que vous avez peut-être également retenu, c'est le bad buzz qui a concerné le slip français. Donc ça, on est en 2020, où on a effectivement des collaborateurs de cette entreprise qui se photographient et qui publient les photos sur des réseaux sociaux avec des blackface. Donc ça fait un tollé, et on a effectivement le patron du slip français qui a découvert à cette occasion, du coup, ces types de pratiques qui n'étaient absolument pas organisées et assumées par son entreprise, mais en se disant, finalement, même si je suis un patron de start-up qui a des effectifs qui ont moins de 30 ans, je ne peux pas partir du principe que, a priori, tous mes salariés sont ouverts aux questions de diversité et d'inclusion, et donc sont au fait de ces sujets-là. Et c'est vrai que ce bad buzz, ça a été pour lui l'occasion d'une prise de conscience extrêmement importante. Et donc maintenant, il fait partie des entreprises qui sont engagées, notamment dans le mouvement Take Your Place. Il a beaucoup pris la parole sur finalement ce que ce bad buzz avait révélé de ses pratiques, de son entreprise, de ce qu'il voulait faire de son entreprise. Et donc ça a été un élément déclencheur. Oui, et on voit à quel point justement le fait que ça démarre entièrement sur les réseaux sociaux sans que même l'entreprise ne soit au courant, puisque c'était dans un cadre privé que ça s'était passé, ça a eu un impact énorme sur le business en fait au sens large. Mariam, une réaction par rapport à ces deux exemples ? Oui, alors c'est vrai que l'exemple le plus récent, celui du slip français, il est quand même assez emblématique. Et c'est vrai que pour avoir rencontré le dirigeant du slip français quelques jours après ce bad buzz, on a vraiment vu une personne vraiment affectée, choquée par ce bad buzz, parce que je pense que la particularité du bad buzz, c'est ça, c'est que ça part, ça part comme ça, de je ne sais où, ça prend une ampleur incroyable. Et donc, ça peut être très violent, vraiment, en termes de réputation, en termes même économiques, parce que ce qu'il racontait, c'est que il y avait un appel au boycott, des magasins ont été presque attaqués. Enfin, ça peut aller très très loin, ces histoires de bad buzz. Donc c'est vrai que c'est là où la prise de conscience, elle peut être assez brutale finalement. Et donc on parlera tout à l'heure de il vaut mieux prévenir que guérir, parce que quand ça part, on ne sait pas ce que ça peut donner. C'est un peu incontrôlable. Et puis sur le cas Adecco, c'est vrai que c'était en 2007. On en parle encore. On est en 2023. Donc, on voit bien que c'est des cas, c'est des situations qui restent dans le temps, malheureusement. Impact. Et pourtant, l'entreprise a fait beaucoup de choses. Il y a vraiment, ils se sont retroussés les manches. Il y a des politiques diversité, inclusion, de formation qui ont été mises en place. Donc ça, c'est très vertueux. Mais c'est vrai que ça reste dans l'imaginaire collectif qui a eu ce cas-là. Donc, encore une fois, la prévention, elle est vraiment très, très importante. Alors, quelle différence faire avec le name and shame, justement, puisque là, on est dans les explications pour l'instant. Donc, vous auriez un exemple de name and shame à nous raconter ? Alors, le name and shame, c'est vrai que ça vient un peu des États-Unis. Donc, c'est un peu une pratique qui consiste à exposer publiquement une mauvaise pratique d'entreprise, mais qui intervient souvent. Là, pour le coup, ça part pas comme ça. C'est quand même basé sur soit une procédure qui est en cours, soit une procédure qui est un peu lente et on n'y voit pas le bout. Et donc, l'idée, c'est, comme ça a été le cas, par exemple, pour Leroy Merlin très récemment en 2023. Le défenseur des droits a décidé en fait de porter publiquement cette affaire et de nommer l'entreprise qui est accusée en fait de traiter de manière inéquitable un couple de collaborateurs qui ont eu vraiment pour le coup des conséquences assez importantes sur leur vie au travail. Et donc c'est intervenu 2 ans après la procédure. Mais c'est un peu la particularité du name and shame, c'est que ça vient en général après plusieurs rappels.
ça vient après plusieurs demandes d'explications. Et à un moment donné, c'est un peu le dernier recours de dire on va porter cette mauvaise pratique publiquement, aux yeux de l'opinion publique quelque part, pour obtenir, c'est souvent le but, une correction, une réaction et une pratique, un changement en tout cas dans la pratique de l'entreprise, donc une pratique plus vertueuse. Oui, il y a eu c'est exactement une manière un peu forte qui a cet objectif-là. Dans le name and shame, il y a eu aussi une pratique plus B2B, mais qui était les entreprises qui payent par exemple systématiquement très en retard leurs fournisseurs, dans un tout autre domaine. Donc ça, c'est aussi un name and shame qui a été fait pour justement quelque part les obliger à changer leur pratique. C'est vraiment ça le but, c'est d'obtenir une pratique plus vertueuse. Alors, une troisième pratique dont nous allons parler, donc j'ai déjà évoqué le mot testing tout à l'heure, c'est donc une pratique qui est en cours aujourd'hui et tout à fait d'actualité, et on va en parler avec Monsieur Ferracci, puisqu'il est en charge d'une proposition de loi sur le sujet. Et là, revenons-en à l'actualité, puisque tout est parti du président Emmanuel Macron lui-même, qui durant sa dernière campagne présidentielle avait annoncé qu'il souhaitait voir se généraliser la pratique du testing dans les entreprises pour lutter contre les comportements de discrimination. Sachant que le testing, à l'inverse des autres pratiques, mais ça vous allez nous l'expliquer, consiste à dénoncer des faits qui ne se voient pas. Alors il y avait notamment un exemple récent dont on a d'ailleurs parlé en préparant cette table ronde, c'était 7 grandes entreprises qui avaient été épinglées, c'était en 2018-19 donc qui avait été épinglé par le ministère du Travail lui-même pour discrimination à l'embauche. Alors, qu'est-ce qui s'était passé ? Alors, avant de revenir sur ce cas, si vous voulez bien, juste distinguer les termes, parce que testing et name and shame, en fait, sont deux choses qui sont assez compatibles. Le testing, c'est l'action qui permet d'identifier l'existence d'une discrimination. Le name and shame, c'est la conséquence qu'on peut donner à cette identification de la discrimination, sachant que quand vous faites un testing, vous avez une démarche qui est toujours un petit peu la même, qui consiste à envoyer à une entreprise, mais aussi à une administration, d'ailleurs la proposition de loi que je porte ne se limite pas aux entreprises, il y a aussi le secteur public, à envoyer à une entreprise, on va rester sur les entreprises, un grand nombre de candidatures qui sont similaires, mais qui ne se distinguent que par le critère sur lequel vous pensez qu'il y a discrimination. Vous allez envoyer des CV similaires, mais dont l'un a un patronyme issu de la diversité et l'autre a un patronyme français. Vous allez envoyer des CV similaires, dont l'un a une adresse à Neuilly et l'autre une adresse à Grigny. Et vous allez voir si l'employeur accorde un entretien d'embauche plus fréquemment à celui qui est à Neuilly ou celui qui est à Grigny. Et ce qu'on constate évidemment, c'est qu'il y a des discriminations sur le critère des origines, sur le critère de l'adresse, sur le critère de l'âge. Ensuite, effectivement, une fois qu'on a fait un testing, et là je parle de testing statistique, c'est-à-dire qu'on envoie des grands nombres de CV qui sont des candidatures fictives, c'est ça qu'il faut bien comprendre, ce ne sont pas des personnes réelles qui sont concernées par ces candidatures, eh bien vous pouvez identifier la discrimination. Ce qui s'est passé en 2019, c'est qu'on a fait un testing statistique sur les entreprises du SBF 120, sur 40 entreprises exactement. Et il y en a 7 qui, effectivement, sur le critère des origines, ont été pointées comme discriminantes à l'embauche. Alors, ce testing, il est un peu à l'origine de la proposition de loi que je porte. Pourquoi ? Parce que, au fond, j'en ai tiré 2 enseignements. Premier enseignement, le name and shame, c'est-à-dire la publication des résultats, c'est un outil assez puissant parce que les entreprises réagissent de manière très fortement. Très fortement. Et elles ont, en l'occurrence, c'est le deuxième enseignement, réagi en contestant les résultats, en contestant la méthode du testing. Pour être un petit peu précis, elles contestaient le fait que les chercheurs, parce que ce sont des chercheurs indépendants qui ont travaillé sur ce testing, comme toujours d'ailleurs, quand on fait des testings statistiques, les chercheurs ont envoyé les candidatures par des canaux de recrutement qui n'étaient pas forcément ceux utilisés par les entreprises. Ils ont envoyé des candidatures en candidature spontanée, par exemple, alors que les entreprises n'en traitaient pas, en tout cas certaines. Ils ont envoyé des candidatures par LinkedIn, alors que l'entreprise n'utilisait pas LinkedIn. Bon, la question de savoir si ça biaisait les résultats restait ouverte. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais en tout cas, ça a jeté le doute au sein des entreprises. Ça les a amenés à contester. Et ça les a amenés finalement à contester la méthode et donc à contester les résultats. À la fin, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien rien. Elles menacent de faire des recours juridiques
y compris vis-à-vis des chercheurs. Vous savez que les chercheurs, ils sont dans un autre monde. Moi, j'ai été chercheur dans une vie antérieure et on n'est pas habitué à ce que des entreprises ou des acteurs nous lancent des recours juridiques. Donc la réaction a été assez virulente de la part des entreprises, pas de manière illégitime, parce qu'il y avait des sujets méthodologiques qui se posaient. Et donc le deuxième enseignement qu'on a tiré et qui est contenu au fond dans cette proposition de loi que je porte, c'est de dire que si on veut vraiment changer les comportements, il ne faut pas simplement publier les résultats et ensuite se laver les mains et attendre que les entreprises changent leur comportement. Ça peut avoir même un effet contre-productif. Et il y a un certain nombre de travaux de sociologues qui montrent que le name and shame tout seul, c'est-à-dire la seule publication des résultats, ça ne change pas forcément les comportements et ça ne fait pas forcément reculer les discriminations. Donc ce que fait cette proposition de loi, c'est qu'une entreprise ou une administration qui est testée positive, on lui laisse un petit peu de temps, quelques mois, 6 mois, c'est à la fois long et court, pour proposer des actions qui feront l'objet d'une évaluation sur leur pertinence. Et si ces actions ne sont même pas entreprises et ne sont même pas proposées, eh bien, non seulement on publie les résultats, mais il peut également y avoir il y a une période de probatoire. Des sanctions. Ce n'est pas une période probatoire, c'est une période d'action. Je sais pas, le terme de probatoire renvoie à une sémantique un petit peu pénale, et c'est pas l'esprit de cette proposition de loi. L'esprit, c'est de crédibiliser la menace que constitue la publication des résultats, mais aussi d'accompagner les acteurs, parce que si on ne les accompagne pas, si on ne leur donne pas des outils pour résoudre les problèmes qui sont en leur sein, dans leur processus de recrutement, en réalité, il ne se passe rien. Parmi les outils, et j'en termine, les outils qu'on a en tête, c'est des outils qu'on a besoin collectivement d'évaluer dans leur efficacité. Un exemple, le recrutement sans CV. Il y a des chercheurs qui sont en train, avec une plateforme de recrutement, de regarder si ça peut aboutir à moins de biais de discrimination dans le recrutement des entreprises. Un autre sujet très important et très actuel, c'est la question des algorithmes. Vous savez que beaucoup de services de recrutement aujourd'hui ont recours pour filtrer les centaines, les milliers, parfois les dizaines de milliers de CV qui arrivent dans les services RH à des algorithmes de recrutement qui consistent, en définissant un profil qu'on veut, à filtrer les CV et à laisser de côté tous les CV qu'on ne veut pas recevoir en entretien. Le problème, c'est que ces algorithmes, et ça nous a été confirmé quand on a préparé cette proposition de loi, ils sont parfois biaisés. Bien sûr. Ils génèrent en eux-mêmes de la discrimination. Ils vont aboutir à exclure les CV Greeny, dont je parlais tout à l'heure, par rapport aux CV Neuilly, sans que ce soit évidemment voulu. Mais la manière dont sont conçus les algorithmes peut amener à ce genre de biais. Et donc, le testing a ça d'intéressant qui va permettre d'identifier cela et ensuite de demander à l'entreprise, écoutez, on a identifié ce problème, avant de vous sanctionner d'une manière ou d'une autre, et notamment avec le name and shame, on vous laisse un petit peu de temps et on vous invite très fortement à ouvrir le capot de votre algorithme, à le faire auditer de manière indépendante et externe, comme ça arrive et comme certains acteurs le font aujourd'hui, pour essayer de trouver des solutions. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'avoir une menace crédible. Et aujourd'hui, la menace, objectivement, elle n'est pas suffisamment crédible parce qu'on ne fait pas suffisamment de testing. Et la proposition de loi crée un véritable service public qui va permettre d'en faire de manière très continue, quelles très caractéristiques systématique. pourront être testées? Ça, c'est le gouvernement qui va en décider. Le président de la République, vous en parliez tout à l'heure, s'est exprimé quand il était à Marseille au début de l'été sur le sujet. Et là, il était auprès des habitants des quartiers nord. Il leur a dit, on va faire des testings sur le critère de l'adresse. Parce qu'on sait qu'il y a des discriminations qui sont liées à l'adresse. Le ministre du Travail a aussi parlé de la proposition de loi et des testings statistiques qui pouvaient en découler, en disant, on va faire des testings sur l'emploi des seniors. Parce que l'âge, c'est aussi un critère de discrimination très important. Il y a beaucoup de gens qui, au-delà de 50 ans, même quand ils ont des compétences, même quand ils ont un CV, même quand ils n'ont pas forcément des prétentions salariales excessives, n'ont pas d'entretien d'embauche, tout simplement. Et donc, ça, c'est un petit peu les choix politiques, les priorités du moment, qui seront définies par le gouvernement. Mais en tout cas, on va créer le système et on va aussi sécuriser juridiquement la publication des résultats, parce qu'aujourd'hui, quand vous publiez les résultats, c'était le cas en 2019, les entreprises peuvent assez facilement vous attaquer. Alors, à toutes les trois, est-ce qu'un tel outil est indispensable? Enfin, quel impact vous en entendez? Inès? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire très clairement sur le sujet, cette proposition de loi, c'est le bâton. Quand on parle de valoriser, mettre en avant les bonnes pratiques, c'est plutôt la carotte. Là, effectivement, on est sur le sujet du bâton. Et je pense que c'est important sur ces sujets d'avoir les deux, parce qu'on ne peut pas laisser les thématiques de prévention des discriminations, de diversité et d'inclusion à la seule bonne volonté des acteurs. Parce que vous aurez des acteurs qui, spontanément, verront l'intérêt et du coup vont s'engager et seront effectivement des bons élèves. Mais quid de toutes les entreprises qui n'ont pas eu le temps de s'y intéresser, qui sont persuadées qu'elles n'ont
n'ont pas de problème, qui ont d'autres priorités. Donc je pense que c'est important de jouer sur ces deux leviers. Moi, ce que je note vraiment d'intéressant, c'est cette dimension forcée à l'action, parce que faire un testing pour faire un testing, ça fait 20 ans moi, que je travaille sur ces sujets-là, et finalement, les résultats des testings sur un critère d'origine, ils évoluent pas. Depuis 2 décennies, on est systématiquement en train de constater qu'il y a des discriminations qui sont massives et qui n'ont pas forcément beaucoup évolué. Donc je trouve ça intéressant effectivement de compléter ça avec une obligation de plan d'action. Moi du coup j'avais juste une question par rapport à cette proposition de loi. Est-ce que vous intégrez à un moment donné le respect d'une obligation qui date de 2017 et qui est le fait de former systématiquement tous les acteurs qui interviennent dans le recrutement à la non-discrimination? Parce que ça, c'était une vraie avancée sur le sujet, le fait de se dire les gens peuvent discriminer par manque de formation, par manque de sensibilisation, et donc elle existe, et donc quid du respect de cette obligation? Alors c'est une excellente question. Effectivement, en 2017, il y a eu cette obligation qui a été introduite dans la loi, mais qui réclamait des décrets d'application qui n'ont pas tous été pris en fait. Et la conséquence, c'est que pour les entreprises de plus de 300 salariés, parce que ça concerne uniquement les entreprises de plus de 300 salariés, qui sont obligées de former à la discrimination leurs managers chargés du recrutement, eh bien, si elles ne le font pas, aujourd'hui, il n'y a pas de sanction particulière. Alors c'est une question intéressante et très actuelle, parce que dans le cadre du débat, on a examiné la proposition de loi en commission, et on va l'examiner en séance la semaine prochaine. Il y a des amendements qui ont été déposés pour justement renforcer cette obligation de formation, et notamment pour l'étendre aux entreprises de plus de 50 salariés, pas simplement de plus de 300 salariés. Alors le problème, c'est que, ça c'est les règles juridiques, ces amendements étaient jugés un petit peu déconnectés de la proposition qui était centrée sur le testing, et donc ils ont été déclarés irrecevables. Mais sur ce sujet, moi je pense qu'il y a une articulation assez claire avec la proposition de loi, c'est qu'une entreprise qui est prise par la patrouille, c'est-à-dire qui sera testée positive demain, parmi le plan d'action, parmi les mesures qui viendront à composer son plan d'action, il me paraît évident qu'elle ne pourra s'abstenir d'avoir des propositions sur la formation de ces cadres intermédiaires. Si elle ne le fait pas, je pense que son plan d'action a beaucoup de chances d'être retoqué, et donc la sanction tombe. C'est ça que prévoit la proposition de loi. La sanction tombe avec name and shame et le cas échéant amende s'il ne se passe rien. Donc moi il me semble que il y a l'obligation générale, et puis il y a essayer sur la base d'un testing effectivement de faire bouger les pratiques. Mais en tout cas c'est un vrai sujet, et j'en profite pour dire que sur les enjeux de formation, il y a aussi une question d'évaluation. Il y a des formations, je vais le dire tranquillement, qui ne servent pas à grand chose en matière de lutte contre la discrimination. Quand vous mettez 20 personnes pendant 2 heures devant quelqu'un qui leur explique le code pénal et disant regardez c'est mal et vous êtes en risque pénal si vous discriminez, on le sait parce que ça a fait l'objet d'évaluation, c'est pas forcément très efficace. Lorsque vous formez les gens en leur proposant de se mettre à la place des personnes discriminées, ben vous avez des effets sur le changement de comportement, sur la manière dont ils traitent les CV, qui là aussi font l'objet d'évaluation par des chercheurs, qui sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus importants, et donc il faut aussi choisir les bonnes formations. Caroline, vous attendez quoi et les adhérents justement de votre association peuvent en attendre quoi? Ce qu'on trouve particulièrement intéressant, c'est que cette question, qui est une question aussi d'alliance entre les acteurs économiques et les acteurs publics, elle soit posée comme ça, et qu'elle revienne sur le haut de la pile. C'est vrai qu'on voit que sur les enjeux de transformation aussi aujourd'hui des entreprises, on a un prisme sur les enjeux de transformation écologique, climatique, biodiversité, qui aujourd'hui ont un risque finalement de mettre aussi les enjeux d'inclusion au second plan. Et nous, on pense que ces enjeux doivent être pensés, vus ensemble. Construire l'entreprise de demain, c'est penser ces enjeux ensemble. C'est des enjeux d'acceptabilité, c'est des enjeux aussi de vivre ensemble qui permettent en fait de faire l'entreprise qui marche bien et qui peut se projeter dans l'avenir. Donc le fait que les pouvoirs publics aujourd'hui, et par l'intermédiaire de votre loi, remontent cette question et se disent que oui, il faut avoir une intervention, une vision aussi des acteurs publics sur ce qui doit être fait en entreprise, nous paraît particulièrement intéressant. Après, aujourd'hui, les entreprises, finalement, quel est vraiment leur intérêt, leur enjeu aujourd'hui en intégrant des enjeux sur la diversité, sur l'inclusion? Il y a 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est évidemment, quand on est une entreprise, avoir une équipe qui représente la population active de la France,
il y a des enjeux de performance qui y sont associés. Aujourd'hui, quand on est en lien avec des consommateurs, si on est entre cadres supérieurs blancs masculins diplômés, on va sûrement taper un tout petit peu à côté. Et c'est mieux d'avoir une équipe qui est diversifiée. Pour la performance aussi de l'équipe, on le sait, on l'a beaucoup étudié sur l'égalité femmes-hommes, mais aujourd'hui, on est en capacité de l'étudier aussi sur la diversité beaucoup plus large. Avoir des équipes diversifiées, ça permet beaucoup plus de performance, de créativité à court, moyen, long terme d'ailleurs. Donc ça peut être un enjeu pour l'entreprise parce qu'elle veut optimiser sa performance de manière très cynique. La deuxième chose, évidemment, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire prévenir, être en capacité de prévenir des possibles vents du boulet qui lui tomberaient dessus, anticiper le risque, tout à fait, si jamais elle n'est pas dans des dynamiques à minima inclusives sur les moyens et si possible sur les fins. La vérité, c'est que nous, les entrepreneurs qui sont dans notre mouvement, leur vraie motivation, c'est de développer une entreprise juste. Et c'est ça leur motivation, parce qu'on a des entrepreneurs dans notre mouvement qui ont une vision de leur responsabilité globale, c'est-à-dire leur responsabilité économique, mais aussi leur responsabilité en tant qu'acteurs citoyens, sociétal. Et aujourd'hui, on voit une place juste. Donc, c'est pas une meilleure place, c'est pas une place pour faire plus beau, c'est juste être dans la justice et avoir une économie juste, une entreprise juste. Et aujourd'hui, ce que les entrepreneurs, on va dire engagés ou qui ont une vision de leur rôle global, on va dire à 360, ont envie vers ce vers quoi ils ont envie d'aller. La difficulté, et ce qui est intéressant, c'est que ce qui nous paraît clé, c'est qu'une entreprise juste, c'est une entreprise qui aussi bénéficiera à l'ensemble de la société, et cela suppose d'avoir une vision partagée de ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, on en a une très faible vision. C'est-à-dire que même aux entrepreneurs les plus engagés, on leur dit c'est quoi en fait une entreprise qui serait sur le bon niveau de justice sociale. Ils ne sont pas vraiment en capacité de le dire. Justement, en la matière, ça serait bien de donner quelques chiffres, justement. En matière d'inclusion et de diversité, où est-ce qu'on en est? Mariam, vous avez quelques chiffres à nous donner, Inès aussi, sur le sujet. Oui. Alors, nous, il y a un sujet sur lequel on travaille beaucoup, on en a parlé tout à l'heure, sur la diversité, notamment la diversité parmi les dirigeants. Et donc, on a mené une étude en 2021 avec justement Inès Deverne, une étude qu'on a menée ensemble, et on a été regarder en fait la représentation de la diversité ethnoculturelle parmi les COMEX, donc les comités exécutifs et les conseils d'administration, sur tout le SBF 120, qui sont les 120 plus grandes entreprises françaises. Et donc, c'est vrai qu'on en a ressorti des chiffres qui sont assez éloquents, mais en même temps qui dépeignent une réalité en France. Aujourd'hui, il n'y a que 3,5% de diversité ethnoculturelle dans les COMEX du SBF 120. Il n'y a que 4 CEO issus de la diversité ethnoculturelle. Sur les 120 Pardon ? Sur les 120 oui, sur les 120, absolument. Sur plus que 120, c'est-à-dire que c'est sur CEO. 3500 CEO et membres de conseil d'administration, parce que c'est 120 entreprises testées, mais on a regardé chacun des dirigeants à l'intérieur. Absolument. Donc 4, et sur les 4, en fait, 2 sont binationaux, c'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes qui sont nées en France ou qui ont grandi en France ou qui ont fait l'école de la République, ce sont des personnes qui ont grandi dans un autre pays, ont fait leurs études dans un autre pays et qui ont acquis la nationalité française. Donc, un autre chiffre, 50% des entreprises qu'on a regardées comptent 0 diversité ethnoculturelle dans leur COMEX. Et si on compte les personnes qui ont une nationalité extra-européenne, c'est 67%, donc 3/4 des entreprises. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, notamment sur la diversité ethnoculturelle, on ne progresse pas, malheureusement. On est très mauvais élèves sur ce sujet. On n'est pas bon, et il faut absolument trouver les moyens de progresser.
Inès, d'autres chiffres là-dessus? Oui, du coup, pour compléter, parce que là, c'était un état des lieux un peu chiffré en termes de photographie. Moi, j'ai des chiffres sur le sentiment d'inclusion. Parce qu'en fait, avec Me and You Too, on propose aux collaborateurs, aux collaboratrices des entreprises de passer des tests d'autodiagnostic sur leur comportement inclusif. Et donc, notamment, on les interroge sur leur sentiment d'inclusion. Alors, le sentiment d'inclusion, comment est-ce qu'on va le mesurer? C'est des questions du type, est-ce que vous avez déjà été confronté au cours des 3 dernières années à un traitement injuste ou irrespectueux en raison de votre identité? Est-ce que vous avez l'impression que les évolutions de carrière, elles sont basées sur des critères professionnels et sur des compétences? Est-ce que vous vous sentez autorisé à être vous-même? Et en fait, on a un peu plus de 50 000 passations aujourd'hui en France dans tout un tas de secteurs d'activité. Donc, on commence à avoir une base statistique assez solide. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a en gros les 3/4 des salariés qui disent « Moi, j'ai un bon sentiment d'inclusion. Oui, il y a de l'équité dans les promotions. Non, j'ai jamais été confronté à des sentiments, des situations et des traitements irrespectueux et je peux être moi-même. » Mais quand on fait un focus sur les salariés qui ont le sentiment d'appartenir à une minorité, et ça, quel que soit le critère, c'est une des questions qu'on pose. Est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à une minorité en raison de votre couleur de peau, de votre origine, de votre orientation sexuelle, de votre état de santé, de votre handicap? Et bien du coup, ces pourcentages, ils descendent brutalement de 20 à 30 points. Et c'est-à-dire que autant on avait les 3/4 des salariés qui disaient « Moi, j'ai jamais été victime de comportements irrespectueux où je peux être moi-même », autant on en a moins de 50% quand ils ont le sentiment d'appartenir à une minorité. Donc c'est intéressant justement de regarder quel est ce sentiment d'être respecté, d'être considéré, de faire partie finalement du collectif de l'entreprise qui est extrêmement impacté justement par le sentiment d'appartenir à une minorité. Alors justement, à partir du moment où on dit qu'il faut bouger, parce que c'est ce que traduisent aussi ces chiffres, c'est qu'il faut vraiment prendre en compte toutes ces questions. Qui doit bouger finalement? L'État, les pouvoirs publics, l'entreprise? Comme ça a été dit, je partage assez ce qui a été dit tout à l'heure. On ne peut pas uniquement s'appuyer sur les principes d'équité, de justice qui traversent les organisations et les entreprises. De temps en temps, il faut la carotte, il faut une affirmation de ces principes, mais il faut aussi un petit peu d'incitation, voire de sanctions. Donc ça veut dire que les pouvoirs publics ont leur rôle à jouer. Et c'est pour ça aussi qu'on crée ce service public avec un renforcement, le cas échéant, des sanctions. Juste, j'avais envie de compléter les 3 éléments, les 3 enjeux que vous évoquiez tout à l'heure, auxquels sont confrontées les entreprises, avec un 4e que je trouve assez important. C'est que en essayant d'être moins discriminantes dans leur recrutement, les entreprises ont aussi un levier pour répondre à leurs problèmes de recrutement. On sait qu'aujourd'hui, un grand nombre d'entreprises ont des difficultés à recruter. Et on sait aujourd'hui qu'un grand nombre d'entreprises se ferment pour des raisons qui tiennent à des biais de représentation, des biais inconscients, le recrutement de personnes issues des différentes minorités que vous avez évoquées tout à l'heure. Et c'est important d'avoir ça en tête parce qu'il n'y a pas qu'un enjeu de justice et d'équité à faire reculer les discriminations, il y a aussi un enjeu d'efficacité économique. Il y a un rapport de France Stratégie, organe placé auprès du Premier ministre, qui en 2016 montrait que si on répondait et si on annulait au fond tous les phénomènes de discrimination liés à l'emploi, uniquement les discriminations liées à l'emploi, on pouvait en espérer un gain en termes de PIB compris entre 4 et 14%. À long terme, ce qui est énorme. En gros, ça se chiffre en dizaines et dizaines et dizaines de milliards d'euros. Pourquoi? Parce qu'en incluant plus de monde sur le marché du travail, on augmente le taux d'emploi, on augmente la proportion des gens qui travaillent, et tout ça génère des richesses pour tout le monde. Donc c'est un élément important, je pense, qu'il faut avoir en tête. Après, pour bouger, moi, encore une fois, je pense que il n'y a pas une seule solution, il n'y a pas un seul levier. Je le dis d'ailleurs dans cette proposition de loi, je l'ai dit en commission des lois la semaine dernière, le testing, c'est pas un remède miracle. Et moi, je suis pas en train d'essayer de faire croire à tout le monde que c'est un remède miracle. C'est un outil parmi d'autres. C'est un outil dans le cadre d'une stratégie qui doit être forcément globale de lutte contre les discriminations, qui inclut des actions de sensibilisation, des actions de valorisation, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, mettre en avant les bons élèves, les entreprises, et on va le faire d'ailleurs ce soir avec les prix de l'inclusion, qui ont de bonnes pratiques et faire en sorte que ça fasse tache d'huile. Ça inclut des actions de formation, on l'a dit, et là aussi il faut être innovant, il ne faut pas s'en tenir aux formations à la papa, on va dire. Ça inclut évidemment également des sanctions. Donc moi j'insisterai vraiment là-dessus. On a besoin d'actionner plein de leviers. Il y a un plan qui a été annoncé en janvier 2023 par le gouvernement qui appuie sur beaucoup de leviers, qui va plus loin d'ailleurs que la lutte contre les discriminations. Et surtout, et ça c'est un petit peu l'universitaire qui parle, c'était mon métier d'avant,
je pense qu'il faut se donner les moyens d'évaluer les choses. Alors justement, sur les référentiels, sur les autodiagnostics. Alors, je vais compléter justement ces éléments qui sont très intéressants d'autodiagnostic par des chiffres entre guillemets un peu plus académiques ou macro, mais je pense que ça se complète assez bien. 42% des actifs, des gens qui travaillent ou qui sont en recherche d'emploi, c'est les chiffres qui ont été produits par l'Observatoire de l'OIT et de la Défenseure des droits les plus récents. 42% des actifs ont été témoins de discrimination dans le cadre de leur activité professionnelle. Pas forcément victimes, mais témoins. Le nombre de personnes qui se déclarent avoir été victimes de discrimination est passé de 14% en 2009 à 18% en 2020. Donc, on est face à un phénomène, mais qui rejoint ce que vous disiez, qui montre que les discriminations non seulement ne régressent pas, mais elles ont plutôt tendance, en tout cas avec les outils de mesure dont on dispose, avec toutes leurs limites, elles ont plutôt tendance à prendre de l'ampleur. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on a besoin de remettre l'ouvrage sur le métier et on a besoin de penser un peu outside the box, généraliser les testings, même si c'est une pratique qui existe depuis assez longtemps, et surtout leur associer des contraintes assez fortes. Et d'ailleurs, il n'est pas totalement exclu que dans la semaine prochaine, quand on discutera de cette proposition de loi dans l'hémicycle, la proposition se durcisse un petit peu sur le volet des sanctions, parce qu'il y a certains députés qui souhaitent aller dans ce sens, et on va en discuter. Mais en tout état de cause, il faut avoir des menaces crédibles. Mais ça ne peut pas suffire, comme je le disais tout à l'heure. Il faut aussi faire appel aux bonnes pratiques. Et ça va être aussi l'enjeu de ce service public de lutte contre les discriminations, de les consolider et de les mettre en avant. Justement, au sein de votre association, vous avez créé un impact score, c'est ça? Oui, en fait, on a vraiment réfléchi aujourd'hui quels sont les objectifs qu'on peut donner aux entreprises, qui sont des objectifs qui sont juste ceux de représenter dans son équipe la France et donc de correspondre dans les moyennes de ses salariés à peu près la diversité qu'il y a en France. Sur d'ailleurs différents strates du parcours, hein, ça peut être bien sûr l'origine, ça peut être l'égalité femmes-hommes, ça peut être LGBT, ça peut aussi être les seniors et les jeunes. Et donc, on a essayé de travailler, de donner aux membres, donc aux 15 000 entreprises qui sont membres de notre réseau, des objectifs clairs pour qu'ils puissent déjà s'évaluer, regarder s'ils sont bons ou pas bons, pour qu'ils en aient conscience et qu'ils puissent progresser. Et ça, aujourd'hui, on pense qu'il y a un enjeu hyper fort au-delà du testing, qui est déjà une première brique. Tester, oui, mesurer, il le faut vraiment. Et là, on est très en phase, bien sûr, voilà, aujourd'hui, avec ce qui se passe ici et avec Mosaïque Carac sur cet enjeu, être en capacité de donner un baromètre aux entreprises pour qu'elles puissent savoir où elles en sont et avoir des vraies politiques de progression. Deux enjeux. Un premier enjeu, le testing est une très bonne méthode d'activation rapide, peut être aussi vu comme injuste par des entreprises, parce que parfois ça peut tomber sur une partie de l'entreprise qui n'est pas gérée alors que l'autre entreprise, l'ensemble de l'entreprise l'est. Enfin, elle peut être vécue comme injuste. Donc l'enjeu, c'est qu'on puisse avoir des entreprises qui, à côté de cette méthode qu'on ne teste pas du tout et où on pense que c'est intéressant et qu'encore une fois derrière, ça sera intéressant aussi de développer des politiques d'accompagnement, de progression et de sanctions, mais avoir la capacité de mesurer et pour la puissance publique de dire effectivement, oui, qu'est-ce qui est juste, là où il faut aller, quels sont les objectifs, comme ça a été fait sur l'égalité femmes-hommes. On voit qu'il y a une politique très volontariste sur l'égalité femmes-hommes qui a transformé la vie économique française, transformée, avec un index égalité femmes-hommes, par exemple, qui est utilisé par l'ensemble des entreprises françaises, qui marche hyper bien et qui a fait, avec des qualités et des défauts, mais qui a fait bouger les entreprises. Aujourd'hui, nous, on est résolument pour le développement de cette même méthodologie sur les enjeux d'inclusion, de diversité, pour qu'il y ait un horizon clair pour les entreprises, qu'il y ait une visibilité de là où elles en sont au niveau global, et qu'il puisse y avoir aussi des sanctions possibles associées. Justement, sur cette culture de la mesure, Mariam, un mot là-dessus ? Oui. Comment justement apprendre cette culture de la mesure?
Oui. Juste pour rebondir par rapport à ce que vient de dire Caroline, le mouvement Impact France. Alors Mosaïque, bien sûr, on est adhérent au mouvement Impact France et c'est important en fait d'avoir des lieux de rassemblement où les entreprises travaillent ensemble sur l'économie de demain, la société de demain et notamment remettre ces enjeux économiques et sociétaux vraiment au cœur de leur stratégie. Ça, c'est extrêmement important. Par rapport à Marc Ferracci disait tout à l'heure bonne pratique. Une bonne pratique par rapport au testing, c'est l'autotesting aussi. Donc ça existe. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises où on faisait des auto-testings pour justement, au cas où on est testé. Et je pense que toute entreprise, c'est vraiment à la portée de toute entreprise de faire ce travail en interne. Et c'est aussi ça, je pense, la valeur ajoutée et je pense aussi l'esprit de cette proposition de loi pour le testing. C'est finalement plus qu'un bâton, c'est plutôt un cap. Une incitation à l'évolution. Oui, c'est un aiguillon, c'est vraiment un aiguillon parce qu'on sait qu'on va être testé, donc il vaut mieux en effet se préparer en amont. Et les entreprises testent leur système informatique. Testent leur sécurité informatique. Pour ceux qui travaillent dans des grands groupes, ça fait partie du quotidien. Pourquoi on ne se testerait pas contre les discriminations aussi? Donc ça doit vraiment aussi amener une nouvelle culture. Ça doit amener une nouvelle culture dans la gestion de ce risque. Et en matière de bonnes pratiques, nous on défend beaucoup la mesure, donc s'auto-tester, mais aussi avoir ce réflexe de mesurer la diversité et notamment toutes les dimensions de la diversité des origines. Il y a des moyens aujourd'hui pour la mesurer. Bien sûr que les statistiques ethniques sont interdites en France, mais mesurer la diversité, la loi le permet. Il y a un cadre légal en France qui le permet. Il y a des outils. Donc nous on a un baromètre Mosaïque pour faire ça, mais il y a d'autres outils qui existent aussi et qui permettent de savoir où on en est. Voilà, prendre vraiment cette habitude de dire je veux savoir si mon entreprise est représentative de la diversité ou pas, mesurer les différentes dimensions sans attendre d'être testé et aller plus loin une fois qu'on a pris cette photographie via un baromètre, c'est aussi diagnostiquer ces processus internes. Ça aussi, c'est important parce que quand on va faire un baromètre ou quand on va se faire tester, on va nous dire « Ah ben, vous discriminez potentiellement ». Mais pour comprendre le pourquoi, il faut plonger dans les processus internes de l'entreprise. Il faut aller regarder comment le processus de recrutement est mené, où on va chercher les candidats. Quand on reçoit les candidatures, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les traite? Qui les traite? Quel est le circuit de décision? Est-ce qu'il y a des biais? Est-ce qu'il n'y a pas de biais? On fait la même chose sur la mobilité interne. Pourquoi est-ce qu'on arrive avec des COMEX où il y a 0 femmes et 0 diversité ethnique? C'est bien qu'il y a un processus de promotion interne qui risque d'être biaisé. Donc plutôt que d'attendre de se faire tester, prendre aussi le réflexe, et il y a des outils qui existent via des diagnostics, regarder attentivement quels sont les critères qu'on choisit pour promouvoir en interne et essayer en fait de vraiment objectiver un maximum tous ces processus pour les rendre un maximum inclusifs. Donc, on est vraiment dans j'allais dire, une dynamique de transformation positive de l'entreprise. Donc, ça prend du temps. Inès, un mot là-dessus, peut-être? Oui, moi c'était simplement un mot sur la méthode et l'ordre dans lequel il faut faire les choses. C'est vrai que ça fait longtemps que je travaille sur ces sujets-là et je vois qu'il y a une forme de glissement sémantique en fait qui fait que parler de discrimination ou de non-discrimination, ça devient un peu tabou, pas politiquement correct et tout le monde se met à parler d'inclusion parce que ce serait plus sexy, ce serait plus sympa. En fait, c'est pas du tout les mêmes notions et c'est pas du tout les mêmes niveaux d'engagement. Je pense que déjà, il faut qu'une entreprise se pose la question de est-ce que je garantis l'égalité de traitement? C'est-à-dire, est-ce que je ne discrimine pas les personnes? Est-ce que je ne les traite pas de manière inégalitaire au moment où je les recrute, mais aussi au moment où je les fais évoluer dans l'entreprise, dans la manière dont je les paye, dans la manière dont je les forme? Et ça, c'est le socle minimum parce que c'est simplement le respect de la loi. Donc, il n'y a rien de particulièrement ambitieux, finalement, pour une organisation de se dire « youpi, je ne discrimine pas ». Bah oui, mais si vous discriminez, vous êtes hors la loi, en fait. Donc, il y a déjà ce premier niveau à sécuriser. Il y a un certain nombre d'outils qui existent. Après, la deuxième étape, c'est de se dire « est-ce que je suis représentatif de la diversité ?» Et parfois, vous avez des entreprises qui ne discriminent pas, mais parce qu'elles ne vont pas chercher les gens au bon endroit, parce qu'elles ont des méthodes de sourcing qui finalement prennent toujours les mêmes écoles, vont toujours dans les mêmes visiers,
qui vont se retrouver à ne pas être représentatifs de la diversité. Et pour ça, il y a des partenaires effectivement comme Mosaïque RH qui permettent de changer un peu le prisme, les manières de faire pour se dire on va aller chercher des gens qui spontanément ne seraient pas venus nous voir. Et après, il y a la troisième étape qui est la question de l'inclusion et qui est de, une fois que j'ai intégré des gens différents les uns des autres, comment est-ce que je les gère? Comment est-ce que je garantis un cadre dans lequel ils se sentent respectés, dans lequel ils peuvent s'épanouir, dans lequel ils sont correctement traités? Comment est-ce que j'agis sur les pratiques au quotidien? Et donc notamment quand je vous parlais tout à l'heure de nos autodiagnostics, nous on est sur cette troisième étape qui est vraiment les pratiques au quotidien, la manière dont j'interagis avec les autres. Est-ce que je suis témoin passif quand j'entends des propos qui sont dégradants, humiliants ou offensants? Est-ce qu'en tant que manager, j'ai des pratiques de management inclusive? Donc ça, c'est la troisième marche. Mais c'est important de ne pas brûler les étapes et pas de partir tout de suite sur de l'inclusion parce que c'est plus sympa, alors qu'on ne s'est même pas assuré à minima qu'on respectait le cadre d'égalité de traitement. Alors, nous arrivons au bout de cette table ronde. Une dernière question à Marc Ferracci, justement, d'actualité. Où en est votre proposition de loi et quand est-ce qu'on peut en attendre son implication? Alors, elle est en train d'être examinée à l'Assemblée. Elle a été examinée en commission la semaine dernière, donc adoptée en commission, c'est une bonne nouvelle. Elle sera examinée mercredi prochain dans l'hémicycle. Ensuite, il faut qu'elle soit examinée au Sénat. Elle va l'être normalement assez vite. J'espère qu'on va pouvoir lancer, sous l'égide de ce dispositif qui est proposé par la proposition, des premiers testings statistiques en assez grand nombre dès le premier trimestre, en tout cas semestre 2024. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est le but. Donc tout le monde est prêt. Oui, d'autant plus que on a fait les choses un petit peu en avance de phase parce que comme on crée un service public, il y a la question des moyens. Bien sûr. Et donc on a fait adopter un amendement au projet de loi de finances pour 2024 qui renforce de quelques millions d'euros les moyens de l'administration qui va être chargée de faire ces testings, qui est la DILCRA. Voilà. Eh bien, les choses sont prêtes. Merci pour toutes ces informations. Merci à tous les quatre pour votre intervention. On peut les applaudir. Je vais laisser la place maintenant pour la keynote de Awa Dramé, directrice générale de Time to Start, qui va vous présenter un certain nombre de pitchs font sens. Bonjour à tous, bienvenue. Donc pour me présenter rapidement, Awa Dramé, donc je suis la présidente de Time to Start, qui a pour objet principal d'accompagner les entrepreneurs. Et je suis également la présidente du Fonds Sens, qui a été lancé il y a 1 an à peu près maintenant, et qui a pour objet de financer des entrepreneurs, notamment issus de la diversité, sur des formats de prêts gratuits, sans intérêt, sans obligation de cofinanceur, sans obligation de garant, sans obligation de crédit bancaire. Et l'idée, c'est vraiment de faciliter l'accès au financement. Aujourd'hui, on profite du sommet de l'inclusion pour accompagner et surtout financer. Donc, on a débloqué une enveloppe à disposition des entrepreneurs qui vont pitcher et à la fois vont pouvoir être lauréats du prix du public, mais surtout bénéficier du fonds Sens et ainsi accélérer leur activité. Donc sans plus attendre, je vais demander à nos 3 entrepreneurs de monter sur scène, 4 entrepreneurs même, de monter sur scène. Et on a de la chance pour cette session d'avoir beaucoup de femmes. Donc une petite dédicace à... Vous pouvez les applaudir effectivement. Donc beaucoup de femmes, elles auront chacun 3 minutes pour pitcher. Et moi je suis très enthousiaste à l'idée de financer des femmes. Et j'en profite pour faire une petite dédicace au réseau Puissance de Femmes. Et donc sans plus attendre, je vais vous laisser la parole. Et puis on va commencer avec toi Nadia. Donc tu as 3 minutes pour nous présenter FKM Mobilité. On t'écoute. Bonjour à tous, merci Awa pour l'invitation. Merci d'être là pour nous écouter aujourd'hui. Donc, je m'appelle Nadia Aftis, j'ai 43 ans et je suis maman de 3 enfants, dont un enfant en situation de handicap. Et aujourd'hui, quelle est la plus grande frustration d'une maman face à un enfant en situation de handicap ? C'est tout simplement d'être impuissante. D'être impuissante face à la maladie, d'être impuissante pour l'accompagnement au quotidien. Et de ce fait, j'ai décidé d'agir en créant FKM Mobilité. FKM Mobilité, c'est la première solution de transport et d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap dans leur trajet du quotidien, mais pas seulement, aussi pour tout ce qui est loisirs, activités sportives, culturelles et artistiques. Aujourd'hui, je vais vous donner 2 chiffres qui sont hyper importants. C'est qu'en France, on a 12 millions de personnes en situation de handicap, dont 80 qui sont des porteurs de handicap invisibles, donc très peu connus, parfois même inconnus. Certaines personnes ne savent même pas ce que c'est un handicap invisible, mais
Pourtant, ils existent vraiment. Et aujourd'hui, face à cette situation, je me suis retrouvée dans avec mon petit garçon où je n'ai pas trouvé les moyens de transport adéquats, puisqu'aujourd'hui, on va se le dire clairement, il n'y a que la ligne 14 qui est accessible. Et on se retrouve justement à devoir solliciter des transports qui sont eux-mêmes dépassés, où il n'y a pas assez d'offres. Pourtant, la demande existe vraiment. Et de ce fait, j'ai décidé d'agir et de créer moi-même ma propre solution de transport au lieu d'attendre à chaque fois et de courir à gauche, à droite pour trouver la solution. Donc FKM Mobilité, c'est 3 cofondateurs, donc 2 cofondateurs plutôt, mon conjoint et moi, et une personne qui nous a suivis sur un investissement, que je remercie d'ailleurs très fort parce que grâce à lui, on a pu acquérir notre premier véhicule. 3 chauffeurs. Et le but, c'est de se développer vraiment dans toute la région Île-de-France et pourquoi pas bientôt, d'ici 2025, toucher le national. Donc si vous êtes comme moi et vous avez décidé d'agir, parce qu'on a tous autour de nous une personne en situation de handicap qu'on connaît, que ce soit de la famille, des amis ou un proche, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ne soyez plus spectateurs, soyez acteurs et donnez la possibilité à toutes les personnes de se déplacer. Merci. Merci à toi, Nadia, et un grand bravo pour ton engagement. Merci. Je vais demander à Rachel Alary de présenter la macanerie. 3 minutes. Bonjour, je suis Rachel Alary, cofondatrice de la marque française de foulards éco-responsables, La Macanerie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une solution qui va révolutionner la manière dont vous portez vos foulards. Grâce à notre soie hyper connecté, tissé à base d'intelligence artificielle. Non, c'est pas vrai du tout. C'était juste pour voir si vous suiviez. Aujourd'hui, je ne vais pas du tout vous parler de tech, je vais même vous parler du contraire, c'est-à-dire l'artisanat. Connaissez-vous l'histoire des foulards ou des cravates que vous portez aujourd'hui? Pour fabriquer 1 kg de soie, il faut 1 kg de coton. Un fil de soie, c'est 8 fois plus fin et 8 fois plus délicat qu'un cheveu humain et nécessite le travail d'à peu près 2500 vers à soie. Donc on parle d'une matière qui est à la fois très précieuse, très rare, mais aussi d'une industrie qui pèse aujourd'hui plus de 14 milliards d'euros. Le problème, c'est que le fil de soie n'est souvent pas le seul ingrédient que vous trouvez dans vos foulards, puisqu'on y trouve aussi de la javel, des hydrocarbures, des métaux lourds. Et ce problème-là, même le consommateur le plus averti y est confronté pour une raison très simple qui est le manque de traçabilité. La macanerie que je représente aujourd'hui est avant tout une histoire de femmes et surtout une histoire de sœurs. Donc il y a déjà Théa, qui est biologiste, et moi-même, qui suis ingénieure culturelle. Et toutes deux, nous sommes passionnées par notre région d'origine, la Méditerranée. Nous travaillons à la valorisation de notre héritage, à la fois culturel et environnemental. Toutes nos pièces sont créées à base de soie et de laine, tissées à quelques kilomètres de notre atelier italien, et elles bénéficient d'un label environnemental exigeant, le plus exigeant en fait actuellement sur le marché mondial, qui nous garantit une très bonne traçabilité, une production biologique exempte de produits toxiques pour la santé, une production avec un usage en énergie qui est drastiquement réduit, et des conditions sanitaires et sociales équitables pour les artisanes et les artisans qui travaillent sur le projet. Mais la macanerie, c'est aussi une histoire de matrimoine. Le visage de la Méditerranée aujourd'hui, c'est nous, c'est peut-être vous, mais qui sont celles qui nous ont précédés? Chez la macanerie, nous voyons vraiment nos foulards comme des pages blanches où nous allons écrire les histoires des femmes qui ont tissé l'identité de la Méditerranée avant nous. Donc après une première collection italienne, puis une deuxième algérienne, maintenant on travaille à notre 3e collection, mais je ne vais pas vous dévoiler les secrets, vous verrez plus tard, qui respecte les valeurs pour lesquelles nous battons. Aujourd'hui, pour continuer à grandir, nous avons besoin de visibilité. Tout le monde a une histoire, mais peu de gens ont les ressources, le temps ou même les mots pour arriver à la raconter. Et c'est là où la macanerie intervient, puisque notre objectif, c'est de mettre notre talent au service de vos histoires et des valeurs auxquelles nous croyons. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à soutenir la macanerie ou à venir me parler après le pitch. Merci. Merci.
Si on a monté le Fonds Sens, c'est aussi pour travailler en synergie avec les autres acteurs, à la fois les acteurs de l'accompagnement, du financement et aussi les entreprises. Et donc je voulais en profiter aussi pour remercier vraiment toutes les entreprises qui soutiennent le Fonds Sens et même Time to Start, que ce soit BNP Paribas, SFR, JP Morgan, Sanofi et d'autres. Et même sur Time to Start avec KPMG, on a longtemps avancé ensemble. Et donc c'est vraiment important parce que je pense que l'impact durable, il peut se faire uniquement en étant en synergie. En ayant dit ça, je vais présenter nos dernières pitcheuses du coup, qui ont monté Agora Galerie. Donc c'est Bitia Doucouré et Fatima Taba, qui nous viennent tout droit de Sevran en plus, c'est ça? Oui. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous savez que les commerces sont essentiels à la vie en société pour la lutte contre la désertification des territoires ou pour les personnes âgées, pour le lien social, et que malheureusement, ces commerces de proximité sont quasiment inexistants dans les banlieues ou dans les zones rurales? Je suis Bidja et j'ai grandi à Clichy-sous-Bois, une des villes les plus enclavées d'Île-de-France. Et c'est cet enclavement qui a suscité un certain nombre de frustrations en moi, car c'était finalement toujours à moi de faire le déplacement pour pouvoir prétendre à une offre de qualité. Moi, je suis Fatimata, j'ai grandi à Villy-le-Bel, dans le Val d'Oise, et j'habite Sevran depuis 2007. Donc Sevran, c'est en Seine-Saint-Denis. Et comme beaucoup, je déplore l'image des banlieues dans les médias qui est encore trop souvent associée à l'insécurité ou à la pauvreté, alors que les banlieues, c'est surtout un vivier de talent, c'est la richesse de la diversité culturelle, c'est des espaces verts, c'est aussi un dynamisme démographique et économique soutenu qu'on veut ici vous mettre en avant avec Agora Galerie. Du coup, nous sommes deux cousines passionnément engagées qui ouvrons Agora Galerie, le concept store multimarque engagé en banlieue parisienne et qui s'implante dans les territoires dépourvus de commerce de détail, de proximité et de qualité. La première implantation aura lieu à Sevran, dans le 93, en Seine-Saint-Denis, pour une ouverture prévue en mars 2024. En adéquation avec les politiques de rénovation urbaine et de dynamisation des centres-villes, et pour cette première implantation en partenariat avec la ville de Sevran, on veut créer de la valeur. On va contribuer à 3 impacts majeurs: la lutte, la réduction des inégalités sociales et économiques et territoriales qui fracturent de plus en plus notre société et qui font craindre, comme on le voit, de nouvelles crises et peut-être même encore des émeutes comme on le vit depuis plusieurs années. Mais également la réduction de l'impact environnemental et enfin la promotion d'un optimisme. On veut vraiment redonner de l'espoir, redonner confiance à la population parce qu'on est convaincu que c'est ce dont la France a besoin aujourd'hui. Oui, plus qu'un simple espace shopping, Agora Galerie se veut être vecteur de lien social et d'animation urbaine. Ce sera un espace propice à l'engagement, à l'éducation et à l'échange, de par les divers ateliers de sensibilisation autour du bien-être ou encore des enjeux sociétaux ou environnementaux que nous vous préparons. Agora Galerie est située en plein centre-ville, à quelques minutes à pied des 2 gares principales et de la future ligne 16 du métro, et à quelques minutes à pied du magnifique parc forestier de la Poudrerie ou encore des berges du canal de l'Ourcq. Donc ce sera un espace unique qui va allier vente et animation. Il y aura des marques engagées, des produits à bon rapport qualité-prix et même des exclusivités Agora Galerie. Nos animations seront animées parfois par des célébrités, certaines originaires de banlieue. Et puis il y aura une offre prêt-à-porter, accessoires, chaussures, une offre seconde main, une offre sport. En fait, ce sera la parfaite boutique pour se faire plaisir et faire plaisir en étant responsable. Du coup, nous avons pu tester le concept avec un réel engouement. Pour cette première boutique, le bail est signé, les marques et les produits sont prêts à être implantés et le site internet est également prêt. Le Fonds Sens nous permettra, en attendant les subventions, d'embaucher une alternante en marketing et communication et aussi de travailler sur l'offre en ligne de notre boutique. Nous vous remercions pour cette opportunité de présenter notre projet à engagement, enfin notre projet qui veut vraiment contribuer à la création d'une société beaucoup plus juste, durable et inclusive. Et on vous invite avec nous dès maintenant à passer de l'engagement à l'impact en contribuant à notre campagne Ulule qu'on va lancer dans les prochains jours. Merci beaucoup. Merci.
Alors, merci. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va recevoir chacune des entrepreneurs en privé. Donc, on a un comité de financement. Et donc, elles pourront solliciter auprès du comité de financement un prêt qui sera accordé, du coup, dans les prochains jours. Et puis, on se retrouve tout à l'heure, du coup, à 17h pour avoir les lauréats et notamment pour accueillir le prix du public. Donc, je vous remercie et je laisse la parole à Magali Forestier. Alors bonjour à vous tous et à toutes et tous. Je suis Catherine Moy. Alors la photo n'est plus vraiment d'actualité, hein, donc je le précise comme ça. C'est bien la bonne personne. En tout cas, je suis ravie d'être là parmi vous pour animer cette table ronde sur les discriminations, qui est un sujet difficile et complexe, et notamment les discriminations sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un thème que nous allons aborder à la fois sur les méthodes pour les repérer, les identifier au sein des organisations, mais surtout aussi les outils pour s'en prémunir et permettre aux entreprises justement d'anticiper et de mieux gérer le risque. Alors, pour en parler, je suis ravie à double titre d'accueillir un tel panel sur ce plateau, hein, puisque, comme vous le voyez, il est à 75% féminin. Donc, je vous remercie, et il faut quand même le noter, hein, justement, nous parlons de discrimination, donc je suis bien consciente de la chose. Donc, merci à vous, en tout cas, d'être là, tous les quatre. Et donc, pour parler de ce sujet, nous avons Inès d'Auvergne, qui est experte depuis 20 ans des questions d'inclusion et de diversité, également cofondatrice du cabinet Me and You Too. Bonjour Inès. Madame Mariam Katab, qui est directrice... Oui, absolument, on peut les applaudir, vous avez tout à fait raison. Donc, Madame Myriam Katab, qui est directrice générale du cabinet de recrutement Mosaïque RH, également donc organisateur de cet événement. Nous avons Madame Caroline Néron, qui est directrice générale du mouvement Impact France. Alors, si vous ne connaissez pas le mouvement Impact France, c'est un mouvement, une association qui représente des acteurs de l'économie sociale et solidaire, en quelle année vous avez été créée? On a été créé il y a 13 ans et donc on représente toutes les entreprises engagées dans la transition écologique et sociale, donc qui mettent au cœur leur impact social écologique, de l'économie sociale et solidaire, mais de plus en plus aussi des entreprises qui prennent résolument le chemin de l'impact positif et qui mettent en face de leurs enjeux de performance économique des enjeux de performance écologique et sociale pour le faire rimer en harmonie. Voilà. Et enfin, Marc Ferracci, qui est député des Français établis hors de France et porteur d'une loi sur le testing, sujet sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. Alors, pour introduire cet échange, on s'est dit qu'il était important de vous raconter des histoires. Parce que j'ai dit le mot testing, on peut parler de bad buzz, de name and shame. Ce ne sont pas obligatoirement des termes si familiers pour la plupart d'entre nous, ou en tout cas pour certains d'entre vous. Et donc, il fallait les éclaircir. Donc, pour les éclaircir, quoi de tel que vous racontez des histoires, et notamment, par exemple, à commencer par le bad buzz, je me suis moi-même demandé quelle était la définition exacte d'un bad buzz. Et dans la définition, il est dit c'est une sorte de bouche à oreille négatif qui démarre souvent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, bien sûr, qui se répand largement et qui va jusqu'à se répandre dans les autres médias que peuvent être la télévision, la radio, etc., en fonction de l'importance du sujet s'il y a lieu. Alors, mais rien de tel, donc un exemple, et je vais bientôt passer la parole à Inès justement pour en parler, d'un exemple qui date, que l'on va vous raconter, qui date certes du début des années 2000, mais qui reste encore extrêmement parlant et qui concernait deux grandes entreprises au sujet du recrutement d'animatrices dans la promotion de produits capillaires. Alors Inès, la parole est à vous.
Oui, effectivement, c'est intéressant de parler de cette question du bad buzz parce que finalement, pour l'entreprise, le bad buzz, c'est un risque majeur en termes de communication négative. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va mettre en lumière un effet, un phénomène, une situation qui va effectivement soit pouvoir agir comme un déclencheur, soit la tétaniser. Et donc, effectivement, pour rebondir sur le cas qui était cité, c'est un cas qui date de 2007. C'est Adecco à l'époque qui est épinglé avec un de ses clients qui était Garnier, donc pour une question de discrimination raciale pour des démonstratrices de shampoing. Donc cette affaire, elle est pas mal médiatisée en 2007 à l'époque, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle a vraiment agi comme un révélateur, un déclencheur pour ces entreprises de la nécessité de s'engager, de structurer des politiques de prévention des discriminations, de diversité et d'inclusion. Sans doute parce qu'elles ont rendu visibles des pratiques qui n'étaient pas des politiques de ces entreprises, mais en fait, quand le bad buzz est sorti, les directions ont pris conscience qu'effectivement, il y avait des situations qui pouvaient se produire au local et sur le terrain, qui étaient déjà illégales, mais surtout qui étaient extrêmement problématiques. Et donc quand on regarde en fait aujourd'hui en 2023, que ce soit Adecco ou L'Oréal font partie des employeurs les plus engagés sur ces sujets-là. Ils ont engagé tout un tas d'actions, de formations, de sensibilisation, d'actions concrètes. Et donc effectivement, même si le sujet était déjà pris en compte par ces entreprises au préalable, 2007 a vraiment été une phase de prise de conscience et d'accélération. J'avais un deuxième bad buzz en tête, du coup, qui est plus récent et que vous avez peut-être également retenu, c'est le bad buzz qui a concerné le slip français. Donc ça, on est en 2020, où on a effectivement des collaborateurs de cette entreprise qui se photographient et qui publient les photos sur des réseaux sociaux avec des blackface. Donc ça fait un tollé, et on a effectivement le patron du slip français qui a découvert à cette occasion, du coup, ces types de pratiques qui n'étaient absolument pas organisées et assumées par son entreprise, mais en se disant, finalement, même si je suis un patron de start-up qui a des effectifs qui ont moins de 30 ans, je ne peux pas partir du principe que, a priori, tous mes salariés sont ouverts aux questions de diversité et d'inclusion, et donc sont au fait de ces sujets-là. Et c'est vrai que ce bad buzz, ça a été pour lui l'occasion d'une prise de conscience extrêmement importante. Et donc maintenant, il fait partie des entreprises qui sont engagées, notamment dans le mouvement Take Your Place. Il a beaucoup pris la parole sur finalement ce que ce bad buzz avait révélé de ses pratiques, de son entreprise, de ce qu'il voulait faire de son entreprise, et donc ça a été un élément déclencheur. Oui, et on voit à quel point justement le fait que ça démarre entièrement sur les réseaux sociaux sans que même l'entreprise ne soit au courant, puisque c'était dans un cadre privé que ça s'était passé, ça a eu un impact énorme sur le business en fait au sens large. Mariam, une réaction par rapport à ces deux exemples ? Oui, alors c'est vrai que l'exemple le plus récent, celui du slip français, il est quand même assez emblématique. Et c'est vrai que pour avoir rencontré le dirigeant du slip français quelques jours après ce bad buzz, on a vraiment vu une personne vraiment affectée, choquée par ce bad buzz, parce que je pense que la particularité du bad buzz, c'est ça, c'est que ça part, ça part comme ça, de je ne sais où, ça prend une ampleur incroyable. Et donc, ça peut être très violent, vraiment, en termes de réputation, en termes même économiques, parce que ce qu'il racontait, c'est que il y avait un appel au boycott, des magasins ont été presque attaqués. Enfin, ça peut aller très très loin, ces histoires de bad buzz. Donc c'est vrai que c'est là où la prise de conscience, elle peut être assez brutale finalement. Et donc on parlera tout à l'heure de il vaut mieux prévenir que guérir, parce que quand ça part, on ne sait pas ce que ça peut donner. C'est un peu incontrôlable. Et puis sur le cas Adecco, c'est vrai que c'était en 2007. On en parle encore. On est en 2023. Donc, on voit bien que c'est des cas, c'est des situations qui restent dans le temps, malheureusement. Impact. Et pourtant, l'entreprise a fait beaucoup de choses. Il y a vraiment, ils se sont retroussés les manches. Il y a des politiques diversité, inclusion, de formation qui ont été mises en place. Donc ça, c'est très vertueux. Mais c'est vrai que ça reste dans l'imaginaire collectif qui a eu ce cas-là. Donc, encore une fois, la prévention, elle est vraiment très, très importante. Alors, quelle différence faire avec le name and shame, justement, puisque là, on est dans les explications pour l'instant. Donc, vous auriez un exemple de name and shame à nous raconter ?
Alors le name and shame, c'est vrai que ça vient un peu des États-Unis, hein, donc c'est un peu une pratique qui consiste à exposer publiquement une mauvaise pratique d'entreprise, mais qui intervient souvent, là pour le coup ça part pas comme ça, c'est quand même basé sur soit une procédure qui est en cours, soit une procédure qui est un peu lente et on n'y voit pas le bout, et donc l'idée c'est, comme ça a été le cas par exemple pour Leroy Merlin très récemment en 2023, le défenseur des droits a décidé en fait de porter publiquement cette affaire et de nommer l'entreprise qui est accusée en fait de traiter de manière inéquitable un couple de collaborateurs qui ont eu vraiment pour le coup des conséquences assez importantes sur leur vie au travail. Et donc c'est intervenu 2 ans après la procédure. Mais c'est un peu la particularité du name and shame, c'est que ça vient en général après plusieurs rappels. Ça vient après plusieurs demandes d'explications. Et à un moment donné, c'est un peu le dernier recours de dire on va porter cette mauvaise pratique publiquement, aux yeux de l'opinion publique quelque part, pour obtenir, c'est souvent le but, hein, une correction, une réaction et une pratique, un changement en tout cas dans la pratique de l'entreprise, donc une pratique plus vertueuse. Oui, il y a eu exactement c'est de manière un peu forte, mais qui a cet objectif-là. Dans le name and shame, il y a eu aussi une pratique plus B2B, mais qui était les entreprises qui payent par exemple systématiquement très en retard leurs fournisseurs, dans un tout autre domaine. Hein. Donc ça, c'est aussi un name and shame qui a été fait pour justement quelque part les obliger à changer leur pratique. Voilà, c'est vraiment ça le but, c'est d'obtenir une pratique plus vertueuse. Hein. Alors, une troisième pratique dont nous allons parler, donc j'ai déjà évoqué le mot testing tout à l'heure, c'est donc une pratique qui est en cours aujourd'hui et tout à fait d'actualité, et on va en parler avec Monsieur Ferracci, puisqu'il est en charge d'une proposition de loi sur le sujet. Et là, revenons-en à l'actualité, puisque tout est parti du président Emmanuel Macron lui-même, qui durant sa dernière campagne présidentielle avait annoncé qu'il souhaitait voir se généraliser la pratique du testing dans les entreprises pour lutter contre les comportements de discrimination. Sachant que le testing, à l'inverse des autres pratiques, mais ça vous allez nous l'expliquer, consiste à dénoncer des faits qui ne se voient pas. Alors il y avait notamment un exemple récent, hein, dont on a d'ailleurs parlé en préparant cette table ronde, c'était 7 grandes entreprises qui avaient été épinglées, c'était en 2018-19 donc qui avait été épinglé par le ministère du Travail lui-même pour discrimination à l'embauche. Alors, qu'est-ce qui s'était passé ? Alors, avant de revenir sur ce cas, si vous voulez bien, juste distinguer les termes, parce que testing et name and shame, en fait, sont 2 choses qui sont assez compatibles. Le testing, c'est l'action qui permet d'identifier l'existence d'une discrimination. Le name and shame, c'est la conséquence qu'on peut donner à cette identification de la discrimination, sachant que quand vous faites un testing, vous avez une démarche qui est toujours un petit peu la même, qui consiste à envoyer à une entreprise, mais aussi à une administration, d'ailleurs la proposition de loi que je porte ne se limite pas aux entreprises, il y a aussi le secteur public, à envoyer à une entreprise, on va rester sur les entreprises, un grand nombre de candidatures qui sont similaires, mais qui ne se distinguent que par le critère sur lequel vous pensez qu'il y a discrimination. Vous allez envoyer des CV similaires, mais dont l'un a un patronyme issu de la diversité et l'autre a un patronyme français. Vous allez envoyer des CV similaires, dont l'un a une adresse à Neuilly et l'autre une adresse à Grigny. Et vous allez voir si l'employeur accorde un entretien d'embauche plus fréquemment à celui qui est à Neuilly ou celui qui est à Grigny. Et ce qu'on constate évidemment, c'est qu'il y a des discriminations sur le critère des origines, sur le critère de l'adresse, sur le critère de l'âge. Ensuite, effectivement, une fois qu'on a fait un testing, et là je parle de testing statistique, c'est-à-dire qu'on envoie des grands nombres de CV qui sont des candidatures fictives, c'est ça qu'il faut bien comprendre, ce ne sont pas des personnes réelles qui sont concernées par ces candidatures, eh bien vous pouvez identifier la discrimination. Ce qui s'est passé en 2019, c'est qu'on a fait un testing statistique sur les entreprises du SBF 120, sur 40 entreprises exactement. Et il y en a 7 qui, effectivement, sur le critère des origines, ont été pointées comme discriminantes à l'embauche. Alors, ce testing, il est un peu à l'origine de la proposition de loi que je porte. Pourquoi ? Parce que, au fond, j'en ai tiré 2 enseignements. Premier enseignement, le name and shame, c'est-à-dire la publication des résultats, c'est un outil assez puissant parce que les entreprises réagissent de manière très fortement.
très fortement. Et elles ont, en l'occurrence, c'est le deuxième enseignement, réagi en contestant les résultats, en contestant la méthode du testing. Pour être un petit peu précis, elles contestaient le fait que les chercheurs, parce que ce sont des chercheurs indépendants qui ont travaillé sur ce testing, comme toujours d'ailleurs, quand on fait des testings statistiques, les chercheurs ont envoyé les candidatures par des canaux de recrutement qui n'étaient pas forcément ceux utilisés par les entreprises. Ils ont envoyé des candidatures en candidature spontanée, par exemple, alors que les entreprises n'en traitaient pas, en tout cas certaines. Ils ont envoyé des candidatures par LinkedIn, alors que l'entreprise n'utilisait pas LinkedIn. Bon, la question de savoir si ça biaisait les résultats restait ouverte. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais en tout cas, ça a jeté le doute au sein des entreprises. Ça les a amenés à contester. Et ça les a amenés finalement à contester la méthode et donc à contester les résultats. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rien. Elles menacent de faire des recours juridiques, y compris vis-à-vis des chercheurs. Vous savez que les chercheurs, ils sont dans un autre monde. Moi, j'ai été chercheur dans une vie antérieure et on n'est pas habitué à ce que des entreprises ou des acteurs nous lancent des recours juridiques. Donc la réaction a été assez virulente de la part des entreprises, pas de manière illégitime, parce qu'il y avait des sujets méthodologiques qui se posaient. Et donc le deuxième enseignement qu'on a tiré et qui est contenu au fond dans cette proposition de loi que je porte, c'est de dire que si on veut vraiment changer les comportements, il ne faut pas simplement publier les résultats et ensuite se laver les mains et attendre que les entreprises changent leur comportement. Ça peut avoir même un effet contre-productif. Et il y a un certain nombre de travaux de sociologues qui montrent que le name and shame tout seul, c'est-à-dire la seule publication des résultats, ça ne change pas forcément les comportements et ça ne fait pas forcément reculer les discriminations. Donc ce que fait cette proposition de loi, c'est qu'une entreprise ou une administration qui est testée positive, on lui laisse un petit peu de temps, quelques mois, 6 mois, c'est à la fois long et court, pour proposer des actions qui feront l'objet d'une évaluation sur leur pertinence. Et si ces actions ne sont même pas entreprises et ne sont même pas proposées, eh bien, non seulement on publie les résultats, mais il peut également y avoir il y a une période de probatoire. Des sanctions. Ce n'est pas une période probatoire, c'est une période d'action. Je sais pas, le terme de probatoire renvoie à une sémantique un petit peu pénale, et c'est pas l'esprit de cette proposition de loi. L'esprit, c'est de crédibiliser la menace que constitue la publication des résultats, mais aussi d'accompagner les acteurs, parce que si on ne les accompagne pas, si on ne leur donne pas des outils pour résoudre les problèmes qui sont en leur sein, dans leur processus de recrutement, en réalité, il ne se passe rien. Parmi les outils, et j'en termine, les outils qu'on a en tête, c'est des outils qu'on a besoin collectivement d'évaluer dans leur efficacité. Un exemple, le recrutement sans CV. Il y a des chercheurs qui sont en train, avec une plateforme de recrutement, de regarder si ça peut aboutir à moins de biais de discrimination dans le recrutement des entreprises. Un autre sujet très important et très actuel, c'est la question des algorithmes. Vous savez que beaucoup de services de recrutement aujourd'hui ont recours pour filtrer les centaines, les milliers, parfois les dizaines de milliers de CV qui arrivent dans les services RH à des algorithmes de recrutement qui consistent, en définissant un profil qu'on veut, à filtrer les CV et à laisser de côté tous les CV qu'on ne veut pas recevoir en entretien. Le problème, c'est que ces algorithmes, et ça nous a été confirmé quand on a préparé cette proposition de loi, ils sont parfois biaisés. Bien sûr. Ils génèrent en eux-mêmes de la discrimination. Ils vont aboutir à exclure les CV Greeny, dont je parlais tout à l'heure, par rapport aux CV NEI, sans que ce soit évidemment voulu. Mais la manière dont sont conçus les algorithmes peut amener à ce genre de biais. Et donc, le testing a ça d'intéressant qui va permettre d'identifier cela et ensuite de demander à l'entreprise, écoutez, on a identifié ce problème, avant de vous sanctionner d'une manière ou d'une autre, et notamment avec le name and shame, on vous laisse un petit peu de temps et on vous invite très fortement à ouvrir le capot de votre algorithme, à le faire auditer de manière indépendante et externe, comme ça arrive et comme certains acteurs le font aujourd'hui, pour essayer de trouver des solutions. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'avoir une menace crédible. Et aujourd'hui, la menace, objectivement, elle n'est pas suffisamment crédible parce qu'on ne fait pas suffisamment de testing. La proposition de loi crée un véritable service public qui va permettre d'en faire de manière très continue, quelles très caractéristiques systématique. pourront être testées? Ça, c'est le gouvernement qui va en décider. Le président de la République, vous en parliez tout à l'heure, s'est exprimé quand il était à Marseille au début de l'été sur le sujet. Et là, il était auprès des habitants des quartiers nord. Il leur a dit, on va faire des testings sur le critère de l'adresse. Parce qu'on sait qu'il y a des discriminations qui sont liées à l'adresse. Le ministre du Travail a aussi parlé de la proposition de loi et des testings statistiques qui pouvaient en découler, en disant, on va faire des testings sur l'emploi des seniors. Parce que l'âge, c'est aussi un critère de discrimination très important. Il y a beaucoup de gens qui, au-delà de 50 ans, même quand ils ont des compétences, même quand ils ont un CV, même quand ils n'ont pas forcément des prétentions salariales excessives, n'ont pas d'entretien d'embauche, tout simplement. Et donc, ça, c'est un petit peu les choix politiques, les priorités du moment, qui seront définies par le gouvernement. Mais en tout cas, on va créer le système et on va aussi sécuriser juridiquement la publication des résultats, parce qu'aujourd'hui, quand vous publiez les résultats, c'était le cas en 2019, les entreprises peuvent assez facilement vous attaquer.
Alors à toutes les trois, est-ce qu'un tel outil est indispensable? Enfin, quel impact vous en entendez? Inès? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire très clairement sur le sujet, cette proposition de loi, c'est le bâton. Hein. Quand on parle de valoriser, mettre en avant les bonnes pratiques, c'est plutôt la carotte. Là, effectivement, on est sur le sujet du bâton. Et je pense que c'est important sur ces sujets d'avoir les deux parce qu'on ne peut pas laisser les thématiques de prévention des discriminations, de diversité et d'inclusion à la seule bonne volonté des acteurs. Parce que vous aurez des acteurs qui, spontanément, verront l'intérêt et du coup vont s'engager et seront effectivement des bons élèves. Mais quid de toutes les entreprises qui n'ont pas eu le temps de s'y intéresser, qui sont persuadées qu'elles n'ont pas de problème, qui ont d'autres priorités. Donc je pense que c'est important de jouer sur ces deux leviers. Moi, ce que je note vraiment d'intéressant, c'est cette dimension forcée à l'action, parce que faire un testing pour faire un testing, ça fait 20 ans moi, que je travaille sur ces sujets-là, et finalement, les résultats des testings sur un critère d'origine, ils évoluent pas. Depuis 2 décennies, on est systématiquement en train de constater qu'il y a des discriminations qui sont massives et qui n'ont pas forcément beaucoup évolué. Donc je trouve ça intéressant, effectivement, de compléter ça avec une obligation de plan d'action. Moi, du coup, j'avais juste une question par rapport à cette proposition de loi. Est-ce que vous intégrez à un moment donné le respect d'une obligation qui date de 2017 et qui est le fait de former systématiquement tous les acteurs qui interviennent dans le recrutement à la non-discrimination? Parce que ça, c'était une vraie avancée sur le sujet, le fait de se dire les gens peuvent discriminer par manque de formation, par manque de sensibilisation, et donc elle existe, et donc quid du respect de cette obligation? Alors, c'est une excellente question. Effectivement, en 2017, il y a eu cette obligation qui a été introduite dans la loi, et qui réclamait des décrets d'application qui n'ont pas tous été pris, en fait. Et la conséquence, c'est que pour les entreprises de plus de 300 salariés, parce que ça concerne uniquement les entreprises de plus de 300 salariés, qui sont obligées de former à la discrimination leurs managers chargés du recrutement, eh bien, si elles ne le font pas, aujourd'hui, il n'y a pas de sanction particulière. Alors, c'est une question intéressante et très actuelle, parce que dans le cadre du débat, on a examiné la proposition de loi en commission, et on va l'examiner en séance la semaine prochaine. Il y a des amendements qui ont été déposés pour justement renforcer cette obligation de formation, et notamment pour l'étendre aux entreprises de plus de 50 salariés, pas simplement de plus de 300 salariés. Alors le problème, c'est que, ça c'est les règles juridiques, ces amendements étaient jugés un petit peu déconnectés de la proposition qui était centrée sur le testing, et donc ils ont été déclarés irrecevables. Mais sur ce sujet, moi je pense qu'il y a une articulation assez claire avec la proposition de loi, c'est qu'une entreprise qui est prise par la patrouille, c'est-à-dire qui sera testée positive demain, parmi le plan d'action, parmi les mesures qui viendront composer son plan d'action, il me paraît évident qu'elle ne pourra s'abstenir d'avoir des propositions sur la formation de ces cadres intermédiaires. Si elle ne le fait pas, je pense que son plan d'action a beaucoup de chances d'être retoqué, et donc la sanction tombe. C'est ça que prévoit la proposition de loi. La sanction tombe avec name and shame et le cas échéant amende s'il ne se passe rien. Donc moi il me semble que il y a l'obligation générale, et puis il y a essayer sur la base d'un testing effectivement de faire bouger les pratiques. Mais en tout cas c'est un vrai sujet, et j'en profite pour dire que sur les enjeux de formation, il y a aussi une question d'évaluation. Il y a des formations, je vais le dire tranquillement, qui ne servent pas à grand chose en matière de lutte contre la discrimination. Quand vous mettez 20 personnes pendant 2 heures devant quelqu'un qui leur explique le code pénal et disant regardez c'est mal et vous êtes en risque pénal si vous discriminez, on le sait parce que ça a fait l'objet d'évaluation, c'est pas forcément très efficace. Lorsque vous formez les gens en leur proposant de se mettre à la place des personnes discriminées, ben vous avez des effets sur le changement de comportement, sur la manière dont ils traitent les CV, qui là aussi font l'objet d'évaluation par des chercheurs, qui sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus importants, et donc il faut aussi choisir les bonnes formations. Caroline, vous attendez quoi et les adhérents justement de votre association peuvent en attendre quoi? Ce qu'on trouve particulièrement intéressant, c'est que cette question, qui est une question aussi d'alliance entre les acteurs économiques et les acteurs publics, elle soit posée comme ça et qu'elle revienne sur le haut de la pile. C'est vrai qu'on voit que sur les enjeux de transformation aussi aujourd'hui des entreprises, on a un prisme sur les enjeux de transformation écologique, climatique, biodiversité, qui aujourd'hui ont un risque finalement de mettre aussi les enjeux d'inclusion au second plan. Et nous, on pense que ces enjeux doivent être pensés, vus ensemble. Construire l'entreprise de demain, c'est penser ces enjeux ensemble. C'est des enjeux d'acceptabilité, c'est des enjeux aussi de vivre ensemble qui permettent en fait de faire l'entreprise qui marche bien et qui peut se projeter dans l'avenir. Donc le fait que les pouvoirs publics aujourd'hui, et par l'intermédiaire de votre loi, remontent cette question et se disent que
oui, il faut avoir une intervention, une vision aussi des acteurs publics sur ce qui doit être fait en entreprise, nous paraît particulièrement intéressant. Après, aujourd'hui, les entreprises, finalement, quel est vraiment leur intérêt, leur enjeu aujourd'hui en intégrant des enjeux sur la diversité, sur l'inclusion? Il y a 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est évidemment, quand on est une entreprise, avoir une équipe qui représente la population active de la France. Il y a des enjeux de performance qui y sont associés. Aujourd'hui, quand on est en lien avec des consommateurs, si on est entre cadres supérieurs, blancs, masculins, diplômés, on va sûrement taper un tout petit peu à côté. Et c'est mieux d'avoir une équipe qui est diversifiée. Pour la performance aussi de l'équipe, on le sait, on l'a beaucoup étudié sur l'égalité femmes-hommes, mais aujourd'hui, on est en capacité de l'étudier aussi sur la diversité beaucoup plus large. Avoir des équipes diversifiées, ça permet beaucoup plus de performance, de créativité à court, moyen, long terme d'ailleurs. Donc ça peut être un enjeu pour l'entreprise parce qu'elle veut optimiser sa performance de manière très cynique. La deuxième chose, évidemment, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire prévenir, être en capacité de prévenir des possibles vents du boulet qui lui tomberaient dessus, anticiper le risque, tout à fait, si jamais elle n'est pas dans des dynamiques à minima inclusives sur les moyens et si possible sur les fins. La vérité, c'est que nous, les entrepreneurs qui sont dans notre mouvement, leur vraie motivation, c'est de développer une entreprise juste. Et c'est ça leur motivation, parce qu'on a des entrepreneurs dans notre mouvement qui ont une vision de leur responsabilité globale, c'est-à-dire leur responsabilité économique, mais aussi leur responsabilité en tant qu'acteurs citoyens, sociétal. Et aujourd'hui, on voit une place juste. Donc, c'est pas une meilleure place, c'est pas une place pour faire plus beau, c'est juste être dans la justice et avoir une économie juste, une entreprise juste. C'est aujourd'hui ce que les entrepreneurs, on va dire, engagés ou qui ont une vision de leur rôle global, on va dire à 360, ont envie vers ce vers quoi ils ont envie d'aller. La difficulté, et ce qui est intéressant, c'est que ce qui nous paraît clé, c'est qu'une entreprise juste, c'est une entreprise qui aussi bénéficiera à l'ensemble de la société, et cela suppose d'avoir une vision partagée de ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, on en a une très faible vision. C'est-à-dire que même aux entrepreneurs les plus engagés, on leur dit c'est quoi en fait une entreprise qui serait sur le bon niveau de justice sociale. Ils ne sont pas vraiment en capacité de le dire. Justement, en la matière, ça serait bien de donner quelques chiffres, justement. En matière d'inclusion et de diversité, où est-ce qu'on en est? Mariam, vous avez quelques chiffres à nous donner, Inès aussi, sur le sujet. Oui. Alors, nous, il y a un sujet sur lequel on travaille beaucoup, on en a parlé tout à l'heure, sur la diversité, notamment la diversité parmi les dirigeants. Et donc, on a mené une étude en 2021 avec justement Inès Deverne, une étude qu'on a menée ensemble, et on a été regarder en fait la représentation de la diversité ethnoculturelle parmi les COMEX, donc les comités exécutifs et les conseils d'administration, sur tout le SBF 120, qui sont les 120 plus grandes entreprises françaises. Et donc, c'est vrai qu'on en a ressorti des chiffres qui sont assez éloquents, mais en même temps qui dépeignent une réalité en France. Aujourd'hui, il n'y a que 3,5% de diversité ethnoculturelle dans les COMEX du SBF 120. Il n'y a que 4 CEO issus de la diversité ethnoculturelle. Sur les 120 Pardon ? Sur les 120 oui, sur les 120, absolument. Sur plus que 120, c'est-à-dire que c'est sur 3500 CEO et membres de conseil d'administration, parce que c'est 120 entreprises testées, mais on a regardé chacun des dirigeants à l'intérieur. Absolument. Donc 4, et sur les 4, en fait, 2 sont binationaux, c'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes qui sont nées en France ou qui ont grandi en France ou qui ont fait l'école de la République, ce sont des personnes qui ont grandi dans un autre pays, ont fait leurs études dans un autre pays et qui ont acquis la nationalité française. Donc,
Un autre chiffre, 50% des entreprises qu'on a regardées comptent zéro diversité ethnoculturelle dans leur COMEX. Et si on compte les personnes qui ont une nationalité extra-européenne, c'est 67%, donc 3/4 des entreprises. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, notamment sur la diversité ethnoculturelle, on ne progresse pas, malheureusement. On est très mauvais élèves sur ce sujet. On n'est pas bon et il faut absolument trouver les moyens de progresser. Inès, d'autres chiffres là-dessus? Oui, du coup, pour compléter, parce que là, c'était un état des lieux un peu chiffré en termes de photographie. Moi, j'ai des chiffres sur le sentiment d'inclusion, parce qu'en fait, avec Me and You Too, on propose aux collaborateurs, aux collaboratrices des entreprises de passer des tests d'autodiagnostic sur leur comportement inclusif. Et donc, notamment, on les interroge sur leur sentiment d'inclusion. Alors, le sentiment d'inclusion, comment est-ce qu'on va le mesurer? C'est des questions du type, est-ce que vous avez déjà été confronté au cours des 3 dernières années à un traitement injuste ou irrespectueux en raison de votre identité? Est-ce que vous avez l'impression que les évolutions de carrière, elles sont basées sur des critères professionnels et sur des compétences? Est-ce que vous vous sentez autorisé à être vous-même? Et en fait, on a un peu plus de 50 000 passations aujourd'hui en France dans tout un tas de secteurs d'activité, donc on commence à avoir une base statistique assez solide. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a en gros les 3/4 des salariés qui disent « moi j'ai un bon sentiment d'inclusion, oui il y a de l'équité dans les promotions, non j'ai jamais été confronté à des sentiments, à des situations et des traitements irrespectueux et je peux être moi-même ». Mais quand on fait un focus sur les salariés qui ont le sentiment d'appartenir à une minorité, et ça quel que soit le critère, c'est une des questions qu'on pose, est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à une minorité en raison de votre couleur de peau, de votre origine, de votre orientation sexuelle, de votre état de santé, de votre handicap? Et bien du coup, ces pourcentages, ils descendent brutalement de 20 à 30 points. Et c'est-à-dire que autant on avait les 3/4 des salariés qui disaient moi j'ai jamais été victime de comportements irrespectueux où je peux être moi-même, autant on en a moins de 50% quand ils ont le sentiment d'appartenir à une minorité. Donc c'est intéressant justement de regarder quel est ce sentiment d'être respecté, d'être considéré, de faire partie finalement du collectif de l'entreprise qui est extrêmement impacté justement par le sentiment d'appartenir à une minorité. Alors justement, à partir du moment où on dit qu'il faut bouger, parce que c'est ce que traduisent aussi ces chiffres, ce qu'il faut vraiment prendre en compte toutes ces questions, qui doit bouger finalement? L'État, les pouvoirs publics, l'entreprise? Comme ça a été dit, je partage assez ce qui a été dit tout à l'heure. On ne peut pas uniquement s'appuyer sur les principes d'équité, de justice qui traversent les organisations et les entreprises. De temps en temps, il faut la carotte, il faut une affirmation de ces principes, mais il faut aussi un petit peu d'incitation, voire de sanctions. Donc ça veut dire que les pouvoirs publics ont leur rôle à jouer. Et c'est pour ça aussi qu'on crée ce service public avec un renforcement, le cas échéant, des sanctions. Juste, j'avais envie de compléter les 3 éléments, les 3 enjeux que vous évoquiez tout à l'heure, auxquels sont confrontées les entreprises, avec un 4e que je trouve assez important. C'est que en essayant d'être moins discriminantes dans leur recrutement, les entreprises ont aussi un levier pour répondre à leurs problèmes de recrutement. On sait qu'aujourd'hui, un grand nombre d'entreprises ont des difficultés à recruter. Et on sait aujourd'hui qu'un grand nombre d'entreprises se ferment pour des raisons qui tiennent à des biais de représentation, des biais inconscients, le recrutement de personnes issues des différentes minorités que vous avez évoquées tout à l'heure. Et c'est important d'avoir ça en tête parce qu'il n'y a pas qu'un enjeu de justice et d'équité à faire reculer les discriminations, il y a aussi un enjeu d'efficacité économique. Il y a un rapport de France Stratégie, organe placé auprès du Premier ministre, qui en 2016 montrait que si on répondait et si on annulait au fond tous les phénomènes de discrimination liés à l'emploi, uniquement les discriminations liées à l'emploi, on pouvait en espérer un gain en termes de PIB compris entre 4 et 14%. À long terme, ce qui est énorme. En gros, ça se chiffre en dizaines et dizaines et dizaines de milliards d'euros. Pourquoi? Parce qu'en incluant plus de monde sur le marché du travail, on augmente le taux d'emploi, on augmente la proportion des gens qui travaillent, et tout ça génère des richesses pour tout le monde. Donc c'est un élément important, je pense qu'il faut avoir en tête. Après, pour bouger, moi encore une fois, je pense que il n'y a pas une seule solution, il n'y a pas un seul levier. Je le dis d'ailleurs dans cette proposition de loi, je l'ai dit en commission des lois la semaine dernière, le testing, c'est pas un remède miracle. Et moi, je suis pas en train d'essayer de faire croire à tout le monde que c'est un remède miracle. C'est un outil parmi d'autres.
C'est un outil dans le cadre d'une stratégie qui doit être forcément globale de lutte contre les discriminations, qui inclut des actions de sensibilisation, des actions de valorisation, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, mettre en avant les bons élèves, les entreprises, et on va le faire d'ailleurs ce soir avec les prix de l'inclusion, qui ont de bonnes pratiques et faire en sorte que ça fasse tache d'huile. Ça inclut des actions de formation, on l'a dit, et là aussi il faut être innovant, il ne faut pas s'en tenir aux formations à la papa, on va dire. Ça inclut évidemment également des sanctions. Donc moi j'insisterai vraiment là-dessus. On a besoin d'actionner plein de leviers. Il y a un plan qui a été annoncé en janvier 2023 par le gouvernement qui appuie sur beaucoup de leviers, qui va plus loin d'ailleurs que la lutte contre les discriminations. Et surtout, et ça c'est un petit peu l'universitaire qui parle, c'était mon métier d'avant, je pense qu'il faut se donner les moyens d'évaluer les choses. Alors justement, sur les référentiels, sur les autodiagnostics. Alors, je vais compléter justement ces éléments qui sont très intéressants d'autodiagnostic par des chiffres entre guillemets un peu plus académiques ou macro, mais je pense que ça se complète assez bien. 42% des actifs, des gens qui travaillent ou qui sont en recherche d'emploi, c'est les chiffres qui ont été produits par l'Observatoire de l'OIT et de la Défenseure des droits les plus récents. 42% des actifs ont été témoins de discrimination dans le cadre de leur activité professionnelle. Pas forcément victimes, mais témoins. Le nombre de personnes qui se déclarent avoir été victimes de discrimination est passé de 14% en 2009 à 18% en 2020. Donc on est face à un phénomène, mais qui rejoint ce que vous disiez, qui montre que les discriminations non seulement ne régressent pas, mais elles ont plutôt tendance, en tout cas avec les outils de mesure dont on dispose, avec toutes leurs limites, elles ont plutôt tendance à prendre de l'ampleur. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'on a besoin de remettre l'ouvrage sur le métier et on a besoin de penser un peu outside the box, généraliser les testings, même si c'est une pratique qui existe depuis assez longtemps, et surtout leur associer des contraintes assez fortes. Et d'ailleurs, il n'est pas totalement exclu que dans la semaine prochaine, quand on discutera de cette proposition de loi dans l'hémicycle, la proposition se durcisse un petit peu sur le volet des sanctions, parce qu'il y a certains députés qui souhaitent aller dans ce sens, et on va en discuter. Mais en tout état de cause, il faut avoir des menaces crédibles. Mais ça ne peut pas suffire, comme je le disais tout à l'heure. Il faut aussi faire appel aux bonnes pratiques. Et ça va être aussi l'enjeu de ce service public de lutte contre les discriminations, de les consolider et de les mettre en avant. Justement, au sein de votre association, vous avez créé un impact score, c'est ça? Oui, en fait, on a vraiment réfléchi aujourd'hui quels sont les objectifs qu'on peut donner aux entreprises, qui sont des objectifs qui sont juste ceux de représenter dans son équipe la France et donc de correspondre dans les moyennes de ses salariés à peu près la diversité qu'il y a en France. Sur d'ailleurs différents strates du parcours, hein, ça peut être bien sûr l'origine, ça peut être l'égalité femmes-hommes, ça peut être LGBT, ça peut aussi être les seniors et les jeunes. Et donc, on a essayé de travailler, de donner aux membres, donc aux 15 000 entreprises qui sont membres de notre réseau, des objectifs clairs pour qu'ils puissent déjà s'évaluer, regarder s'ils sont bons ou pas bons, pour qu'ils en aient conscience et qu'ils puissent progresser. Et ça, aujourd'hui, on pense qu'il y a un enjeu hyper fort au-delà du testing, qui est déjà une première brique. Tester, oui, mesurer, il le faut vraiment. Et là, on est très en phase, bien sûr, voilà, aujourd'hui, avec ce qui se passe ici et avec Mosaïque Carac sur cet enjeu, être en capacité de donner un baromètre aux entreprises pour qu'elles puissent savoir où elles en sont et avoir des vraies politiques de progression. Deux enjeux. Un premier enjeu, le testing est une très bonne méthode d'activation rapide, peut être aussi vu comme injuste par des entreprises, parce que parfois ça peut tomber sur une partie de l'entreprise qui n'est pas gérée alors que l'autre entreprise, l'ensemble de l'entreprise l'est. Enfin, elle peut être vécue comme injuste. Donc l'enjeu, c'est qu'on puisse avoir des entreprises qui, à côté de cette méthode qu'on ne teste pas du tout et on pense que c'est intéressant et qu'encore une fois derrière, ça sera intéressant aussi de développer des politiques d'accompagnement, de progression et de sanction, mais avoir la capacité de mesurer et pour la puissance publique de dire effectivement, oui, qu'est-ce qui est juste, là où il faut aller, quels sont les objectifs, comme ça a été fait sur l'égalité femmes-hommes. On voit qu'il y a une politique très volontariste sur l'égalité femmes-hommes qui a transformé la vie économique française, transformée, avec un index égalité femmes-hommes, par exemple, qui est utilisé par l'ensemble des entreprises françaises, qui marche hyper bien et qui a fait, avec
voilà, des qualités et des défauts, mais qui a fait bouger les entreprises. Aujourd'hui, nous, on est résolument pour le développement de cette même méthodologie sur les enjeux d'inclusion de diversité, pour qu'il y ait un horizon clair pour les entreprises, qu'il y ait une visibilité de là où elles en sont au niveau global, et qu'il puisse y avoir voilà, aussi des sanctions possibles associées. Justement, sur cette culture de la mesure, Mariam, un mot là-dessus? Oui. Comment justement apprendre cette culture de la mesure? Oui. Juste pour rebondir par rapport à ce que vient de dire Caroline, le mouvement Impact France. Alors Mosaïque, bien sûr, on est adhérent au mouvement Impact France et c'est important en fait d'avoir des lieux de rassemblement où les entreprises travaillent ensemble sur l'économie de demain, la société de demain, et notamment remettre ces enjeux économiques et sociétaux vraiment au cœur de leur stratégie. Ça, c'est extrêmement important. Par rapport à Marc Ferracci disait tout à l'heure bonne pratique. Une bonne pratique par rapport au testing, c'est l'autotesting aussi. Donc ça existe. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises où on faisait des autotestings pour justement, au cas où on est testé. Et je pense que toute entreprise, c'est vraiment à la portée de toute entreprise de faire ce travail en interne. Et c'est aussi ça, je pense, la valeur ajoutée, et je pense aussi l'esprit de cette proposition de loi pour le testing. C'est finalement plus qu'un bâton, c'est plutôt un cap. Une incitation à l'évolution. Oui, c'est un aiguillon, c'est vraiment un aiguillon, parce qu'on sait qu'on va être testé, donc il vaut mieux en effet se préparer en amont. Et enfin, les entreprises testent leur système informatique. Testent leur sécurité informatique. Pour ceux qui travaillent dans des grands groupes, ça fait partie du quotidien. Pourquoi on ne se testerait pas contre les discriminations aussi? Donc ça doit vraiment aussi amener une nouvelle culture. Ça doit amener une nouvelle culture dans la gestion de ce risque. Et en matière de bonnes pratiques, nous on défend beaucoup la mesure, donc s'auto-tester, mais aussi avoir ce réflexe de mesurer la diversité, et notamment toutes les dimensions de la diversité des origines. Il y a des moyens aujourd'hui pour la mesurer. Bien sûr que les statistiques ethniques sont interdites en France, mais mesurer la diversité, la loi le permet. Il y a un cadre légal en France qui le permet. Il y a des outils. Donc nous on a un baromètre Mosaïque pour faire ça, mais il y a d'autres outils qui existent aussi et qui permettent de savoir où on en est. Voilà, prendre vraiment cette habitude de dire je veux savoir si mon entreprise est représentative de la diversité ou pas, mesurer les différentes dimensions sans attendre d'être testé, et aller plus loin une fois qu'on a pris cette photographie via un baromètre, c'est aussi diagnostiquer ces processus internes. Ça aussi, c'est important, parce que quand on va faire un baromètre ou quand on va se faire tester, on va nous dire « Ah ben, vous discriminez potentiellement ». Mais pour comprendre le pourquoi, il faut plonger dans les processus internes de l'entreprise, il faut aller regarder comment le processus de recrutement est mené, où on va chercher les candidats, quand on reçoit les candidatures, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les traite, qui les traite, quel est le circuit de décision, est-ce qu'il y a des biais, est-ce qu'il n'y a pas de biais. On fait la même chose sur la mobilité interne. Pourquoi est-ce qu'on arrive avec des COMEX où il y a 0 femmes et 0 diversité ethnique? C'est bien qu'il y a un processus de promotion interne qui risque d'être biaisé. Donc plutôt que d'attendre de se faire tester, prendre aussi le réflexe, et il y a des outils qui existent via des diagnostics, regarder attentivement quels sont les critères qu'on choisit pour promouvoir en interne, et essayer en fait de vraiment objectiver un maximum tous ces processus pour les rendre un maximum inclusifs. Donc on est vraiment dans j'allais dire une dynamique de transformation positive de l'entreprise. Donc ça prend du temps. Inès, un mot là-dessus peut-être? Oui, moi c'était simplement un mot sur la méthode et l'ordre dans lequel il faut faire les choses. C'est vrai que ça fait longtemps que je travaille sur ces sujets-là et je vois qu'il y a une forme de glissement sémantique en fait qui fait que parler de discrimination ou de non-discrimination, ça devient un peu tabou, pas politiquement correct, et tout le monde se met à parler d'inclusion parce que ce serait plus sexy, ce serait plus sympa. En fait, c'est pas du tout les mêmes notions et c'est pas du tout les mêmes niveaux d'engagement. Je pense que déjà, il faut qu'une entreprise se pose la question de
est-ce que je garantis l'égalité de traitement? C'est-à-dire, est-ce que je ne discrimine pas les personnes? Est-ce que je ne les traite pas de manière inégalitaire au moment où je les recrute, mais aussi au moment où je les fais évoluer dans l'entreprise, dans la manière dont je les paye, dans la manière dont je les forme? Et ça, c'est le socle minimum parce que c'est simplement le respect de la loi. Donc, il n'y a rien de particulièrement ambitieux, finalement, pour une organisation de se dire « youpi, je ne discrimine pas ». Bah oui, mais si vous discriminez, vous êtes hors la loi, en fait. Donc, il y a déjà ce premier niveau à sécuriser. Il y a un certain nombre d'outils qui existent. Après, la deuxième étape, c'est de se dire « est-ce que je suis représentatif de la diversité ?» Et parfois, vous avez des entreprises qui ne discriminent pas, mais parce qu'elles ne vont pas chercher les gens au bon endroit, parce qu'elles ont des méthodes de sourcing qui finalement prennent toujours les mêmes écoles, vont toujours dans les mêmes visiers, qui vont se retrouver à ne pas être représentatifs de la diversité. Et pour ça, il y a des partenaires effectivement comme Mosaïque RH qui permettent de changer un peu le prisme, les manières de faire pour se dire on va aller chercher des gens qui spontanément ne seraient pas venus nous voir. Et après, il y a la troisième étape qui est la question de l'inclusion et qui est de, une fois que j'ai intégré des gens différents les uns des autres, comment est-ce que je les gère? Comment est-ce que je garantis un cadre dans lequel ils se sentent respectés, dans lequel ils peuvent s'épanouir, dans lequel ils sont correctement traités? Comment est-ce que j'agis sur les pratiques au quotidien? Et donc notamment quand je vous parlais tout à l'heure de nos autodiagnostics, nous on est sur cette troisième étape qui est vraiment les pratiques au quotidien, la manière dont j'interagis avec les autres. Est-ce que je suis témoin passif quand j'entends des propos qui sont dégradants, humiliants ou offensants? Est-ce qu'en tant que manager, j'ai des pratiques de management inclusive? Donc ça c'est la troisième marche. Mais c'est important de ne pas brûler les étapes et pas de partir tout de suite sur de l'inclusion parce que c'est plus sympa alors qu'on ne s'est même pas assuré à minima qu'on respectait le cadre d'égalité de traitement. Alors, nous arrivons au bout de cette table ronde. Une dernière question à Marc Ferracci, justement, d'actualité. Où en est votre proposition de loi et quand est-ce qu'on peut en attendre son implication? Alors, elle est en train d'être examinée à l'Assemblée. Elle a été examinée en commission la semaine dernière, donc adoptée en commission, c'est une bonne nouvelle. Elle sera examinée mercredi prochain dans l'hémicycle. Ensuite, il faut qu'elle soit examinée au Sénat. Elle va l'être normalement assez vite. J'espère qu'on va pouvoir lancer, sous l'égide de ce dispositif qui est proposé par la proposition, des premiers testings statistiques en assez grand nombre dès le premier trimestre, en tout cas semestre 2024. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est le but. Donc tout le monde est prêt. Oui, d'autant plus que on a fait les choses un petit peu en avance de phase parce que comme on crée un service public, il y a la question des moyens. Bien sûr. Et donc on a fait adopter un amendement au projet de loi de finances pour 2024 qui renforce de quelques millions d'euros les moyens de l'administration qui va être chargée de faire ces testings, qui est la DILCRA. Voilà. Eh bien, les choses sont prêtes. Merci pour toutes ces informations. Merci à tous les quatre pour votre intervention. On peut les applaudir.